pense pas encore que je vais voir mon père commencer à faire des agents pour automatiser sa job. T'sais, on est loin de ça. Mais est-ce que des gens dans cette entreprise-là qui vont être capables de dire, ben moi, je vais prendre la technologie puis je vais automatiser des étapes de sa job? Peut-être. What's up, folks? Bienvenue sur Ça se passe. Aujourd'hui, je jase avec David Beauchemin, directeur général chez Baseline, une firme d'accompagnement en intelligence artificielle. On parle des évolutions majeures dans l'écosystème IA depuis notre dernier pod en août 2023. On parle aussi de bases de données vectorielles. J'essaie de vous expliquer comment ça marche. De Agent Swarms, du passage des preuves de concept au système en production, de comment les SaaS peuvent vraiment exploiter l'IA pour avoir un edge compétitif. Dave, c'est de loin mon entrepreneur/expert préféré pour jaser l'IA. Puis d'ailleurs, dans ce show-là, on prend la peine d'expliquer comment les non-techies peuvent utiliser ces outils-là dans leur travail en général. Puis on a aussi un solide Matrix moment avec ChatGPT live en studio. Fait que manquez pas ça. Alright, on passe au show. Let's go! David Beauchemin, bienvenue sur Ça se passe. Salut. Comment ça va? Ça va bien, toi? On commence à se parler en même temps, c'est parfait ça. C'est la même longueur d'onde, buddy. Pour le monde qui ne te connaisse pas déjà, écoute, Baseline, firme d'accompagnement en intelligence artificielle. Exact. Partner certifié officiel de Ça se passe depuis Day One. Yes. Fait que moi, je suis un gros fan de mon bord. Mais tu étais sur le pod épisode 41 Student Matters, quand même early. On est rendu à 130 plus. S'il y en a qui ne l'ont pas écouté, qui n'ont pas checké toute la capsule contenu qu'on a fait ensemble, mettons, t'es qui, toi, dans la vie? Moi, je suis qui? Je suis un gars technique. J'ai fait un bac en actuariat, maîtrise en informatique. Je suis en train de finir mon doc en informatique. J'ai vraiment pas aimé l'actuariat, fait que je me suis tourné vers plus le software. C'est ça qui m'a intéressé finalement. En cours de route, j'ai décidé de fonder une entreprise. J'avais pas de la fibre, pas mal. Là. Moi, j'avais un tattoo shop à l'époque. Puis c'est ça qui m'a emmené là-dedans. T'avais un tattoo shop? Ouais. Je t'ai jamais pas dit ça. Hein? Sur l'autre. Oh, Black Diamond Studio. Black Diamond Studio? C'est horrible. Ça, c'est son premier tatou. C'est. Ah, ça peut. Je me fais complètement couper les jambes en ce moment. Je t'ai déstabilisé, hein? Le PhD en AI, il y avait un tattoo shop. Ouais. Ben, ça, mes chums, j'ai fait un peu en studio à l'époque. Ah, ouais? Ouais, ben, je me cherchais. C'est bien correct. Pas mal. Puis c'était un doute que je suis vraiment chum avec, puis il avait le goût de faire ça. J'avais de l'argent, on avait comme go, on essaye. Wow. Ça s'appelait Bite. Ça, c'est son premier tatou, Black Diamond Studio. Ça doit être son 5e. Son 3e, j'allais sur le chest. Ça paraît pas. Il est laid, il est vraiment horrible. C'est lui qui a fait tous mes tatous partout. Incroyable. Êtes-vous encore. Vous parlez-vous encore? Non. Non, vous avez pour diverses raisons. Ouais. Diverses raisons d'affaires, puis personnelles, puis tu sais, je suis rendu ailleurs. Fait que j'ai encore des parts là-dedans, mais je n'ai jamais vraiment tapé dans mes dividendes. Là. Incroyable. Ouais. Incroyable histoire, man. Ouais. C'est tellement un monde à l'autre, là, le tatouage à l'intelligence artificielle. Sick, man. Puis Baseline, moi, je l'ai comme pitché grossièrement, mais si toi, t'avais à le faire, puis dropper une couple de chiffres aussi pour situer le monde sur quel genre de compagnie, ça? Ouais, ben, entreprise spécialisée en IA. Donc, on est vraiment dans l'accompagnement, dans aider à trouver des opportunités, former, mais aussi faire du développement logiciel. Donc, on a une équipe de 15. Là-dedans, il y a du dev IA, il y a un petit peu de back-end pour supporter, il y a du cloud pour pouvoir faire des applications, puis s'assurer que ça se déploie, puis ça fonctionne bien. C'est pas juste des chercheurs. Là. Non, exact. Moi, souvent, ce que je dis, c'est que si on aurait voulu faire des trips techno, là, des chercheurs, on serait resté à l'université. On n'est pas là pour ça. On est là pour prendre la techno, l'emmener, puis faire des solutions d'affaires. Ça fait 5 ans. Cette année, on fête nos 5 ans. En fait, aujourd'hui, cette année, le 19 février, ça a fait 5 ans officiellement. Bonne fête en retard, mon chum. Merci. On va faire un beau party cette année. Ça va être le fun. Cet été, peut-être? Ouais. Malade. Puis vous êtes une quinzaine, c'est ça? Exact. Ouais. Okay. La dernière fois que tu es venu sur le pod, c'était en 2023, comme je disais, early, puis tu me parlais d'une espèce de... Parce que vous êtes distribué en ce moment, Baseline, ouais, 100% télétravail. Un node central de bureau, whatever. Tu me disais, j'ai un projet, man, d'habitation, puis en coop, ou est-ce que genre, c'est une coopérative d'habitation et aussi de bureau pour des entreprises, puis tout. Fait que ma première question, c'est, ça en est rendu où? La construction est rendue où? C'est ça, en fait, ma question. La construction est rendue où? Ben, elle est encore dans ma tête. J'ai manqué de temps, en fait. Tu sais, des gens, no joke, il y a des gens qui, quelqu'un m'avait écrit dans la boîte courriel, tombé dans la boîte courriel suite à ça, qu'il y avait un terrain de bâtisse qui aurait pu fonctionner pour ça. J'ai dit, écoute, du coup, j'ai pas le temps de regarder ça, puis, ben, tu sais, chose donner une autre que genre, hop, 1 mois, 2 mois, 3 mois. On a eu d'autres discussions avec une autre personne aussi qui est intéressée à l'opérer dans la dernière année, mais
Quand je regarde ma boîte courriel, je me dis, j'ai peut-être pas le temps de m'embarquer dans un projet comme ça pour l'instant. Puis, je discutais récemment avec le monde dans l'équipe, puis il n'y a pas tant de monde qui ont venu dans le bureau, finalement. Là, genre, c'est encore très présent de vouloir rester chez soi puis de travailler avec son ordi. Mais peut-être un jour. Le next best thing, c'est que tu déménages à Québec? Ouais. Ça se passe pour vrai? Ça se passe pour vrai. Ça s'en vient genre... C'est fin de semaine où est-ce qu'on se parle. Ah ouais, hein? Ouais. C'est malade, man. Ben, c'est cool, hein, Chris, man. En plus, les les 2 dernières semaines, on s'est full vu plus souvent. C'est vrai. Fait que souvent qu'on va avoir plus de serendipity puis se croiser plus souvent. J'espère aussi. Alright, man. J'ai l'impression que je veux pas faire l'espèce de phrase cliché de il y a 2 ans, on se parlait d'IA, c'est comme 2 décennies. Ha ha ha. Tu sais, à cause. On le sait tout, là, c'est que ça avance vite. Là. On voit le changelog puis les releases sur Twitter ou whatever d'OpenAI et des autres. Mais ma première question, c'est dans ces 2 années-là, mettons, qui se sont passées, y a-tu des trucs, que ce soit des outils ou des stacks qui sont sortis qui t'ont surpris? Pas nécessairement qu'on était comme c'est sûr que ça va arriver ou whatever. Ouais. Très bonne question. Pour vrai, il y a 2 ans, quand on parlait de l'LM, j'y croyais pas autant. OK. C'est une technique, ça fait quand même longtemps que ça existe. Là. Large language models. Ouais, excusez pour le terme technique, large language model, avec tous les ChatGPT de ce monde. Là. C'était une technologie qui venait d'apparaître pas mal dans les mains de tout le monde, qui avait effectivement un buzz qui apparaissait. Mais moi, depuis 2018, à peu près un petit peu avant ça, j'avais déjà joué avec des outils comme ça, mais c'était pas accessible autant que ça. Ouais. Puis le tour de force, je pense que c'est vraiment passé, c'est qu'un, il l'a rendu vraiment accessible au grand public, mais la performance, c'est vraiment au-delà de ce qu'on avait avant. Puis ça restait quand même que c'est une techno qui n'est pas déterministe, mais qui est probabiliste, puis que de plus en plus, les progrès, on voit qu'on arrive à chercher de la qualité. Moi, c'est vraiment un outil qui m'a vraiment surpris. Ça a pris du temps avant que je l'utilise moi-même de mon bord. Intéressant. Puis, j'étais comme, ça a l'air d'être un trip techno, puis on nous vendait de l'hyperbole, comme quoi que ça allait changer le monde, puis etc. On a entendu ça plein de fois historiquement. Mais quand j'ai vraiment commencé à jouer, puis qu'on a commencé à déclocher sur c'est quoi qu'on peut faire avec, c'est là que le paradigme est vraiment devenu intéressant. Puis pour moi, il y a 3 choses qui sont vraiment intéressantes avec ça. Un des pains qu'on avait avant, là, c'est que tu veux faire un projet d'IA, ça prend des gens comme moi qui venaient avec moi j'appelle ça le bâton pèlerin, qui se promènent dans les données puis qui essaient de trouver de la valeur là-dedans. C'est long, ça coûte cher, puis tu sais pas si tu vas arriver à la fin qu'il va avoir de coût intéressant. Ouais. Fait que tu veux essayer de te dire, j'aimerais ça améliorer telle affaire, t'es comme, mais c'est un projet de 300 000 juste pour garder s'il y a quoi à faire. T'es comme, ça se peut que c'est pas accessible pour tout le monde. On s'entend. Il y a un founder que je n'aimerais pas qui est venu sur ce pod-là puis qui m'avait expliqué, man, avant genre qu'il y ait les gros releases puis l'adoption de masse de justement là, d'OpenAI, Anthropic et tout ça, j'ai spendé un $500,000 pour une preuve de concept IA pour genre gérer ma donnée. Je sais qui tu parles, puis j'ai demandé à parler aussi, puis c'est ça. Puis genre, il n'y a rien eu, là. Il n'y a rien eu, là. Et puis une couple de mois plus tard, c'était genre accessible consumer puis businesses avec des subscriptions. Exact. Puis on me demandé à l'époque de faire ça, j'aurais dit exactement si c'était un $500,000 là, pour commencer à parler de quelque chose. Fait qu'il y a premièrement, c'est très, très dispendieux et difficile et pas accessible à tous. Puis, cette technologie-là, ce qu'elle apporte, c'est que c'est difficile d'extraire de la valeur dans les données textuelles parce que c'est non structuré. On sait qu'il y a quelque chose, mais on ne sait pas c'est où, c'est quoi. Il faut inférer de l'information, il faut faire plein de choses que c'est encore pleinement réservé à l'humain. Puis cet outil-là, il est capable de pouvoir dire, voici du texte, j'extrais les trucs pertinents, je te fais un résumé avec, puis tu peux le prendre, puis au pire, le mettre dans un système normal, traditionnel, logiciel, puis en faire de la valeur. Tu sais, genre extraire des trucs de facture ou de whatever, puis comprendre qu'est-ce qu'il y a dans la facture. Fait que cette nouvelle opportunité-là, c'est aussi un nouveau paradigme pour les gens qui peuvent travailler par API avec ces solutions-là, extraire quelque chose qui n'était pas possible avant ou qui était très complexe à aller chercher. Fait qu'on a vraiment un nouveau paradigme où est-ce que avant, tu entraînes un modèle, tu regardes des résultats, tu joues avec, tu fais ça, tu en as peut-être pour 1 mois, 2 mois, 3 mois avant de voir quelque chose. Maintenant, des fois, je peux te faire une preuve de concept en 2 semaines. C'est insane. C'est insane en termes de débit puis de rythme à quel point on peut produire de la valeur. Fait que ce qui t'a surpris, I guess, c'est justement l'accessibilité, à quel point ça a été vite, mais aussi la performance. Puis quand tu dis performance, c'est pas juste la rapidité, mettons, d'interaction dans le système, l'output-input. On parle plus de la qualité de la réponse. Exact, c'est ça. La qualité de suivre des tâches, la qualité de faire des choses qui sont typiquement réservées à l'humain. All right. Puis y a-tu quelque chose, au moment où on se parle, puis là on tape, on est quoi, genre mi-avril, là, roughly, là, 2025, y a-tu quelque chose qu'on peut pas encore faire avec l'IA générative, entre autres? Peut-être qu'il nous avait été promis ou qu'on espérait, mais non. Il faut faire trop confiance. Chris, c'est une boîte noire, mais on peut ouvrir un peu, là, parce que je suis 100% d'accord. Ouais. Puis ça, c'est vraiment fucked up, dude, parce que
le UX de poser une question, recevoir une réponse est extrêmement similaire au UX que tu vas vivre dans, mettons, un logiciel cloud SaaS donné, un search engine, right? Que genre, lui, il va aller fetcher un mot-clé précis. Fait que t'es habitué que quand tu input requête, reçois réponse, ça la soit... réponse, elle est bonne. Exact, factuel. Mais là, man, c'est en arrière, c'est pas de la même manière que la réponse est générée. Puis monsieur, madame, tout le monde ne catch pas ça des fois. Puis il se fâche, tu sais, avec ça. Fait que, ouais, c'est un assez bon point, man. Pour moi, c'est encore l'élément le plus dangereux de la techno, puis on nous vend comme quoi que c'est genre un niveau de doctorat, le prochain modèle de GPT. Je mets mon bémol là-dessus. Ouais, genre, je comprends qu'on peut souvent s'y rendre, mais il y a du travail à faire encore. Puis le problème, c'est que oui, le fact-checking, maintenant, on le rajoute avec une recherche web, on rajoute plein d'affaires. Mais hier, je demandais à. Nous autres, on est beaucoup sur Google, donc Gemini, la solution Deep Search. J'étais comme, hey, ça existe-tu un outil qui fait telle affaire? Fait que je vais lui demander de me faire une recherche sur le web. Moi, je trouvais rien d'intéressant avec une petite recherche. Puis là, il me présente des solutions, puis les solutions qu'il me présente, je suis comme, même pas ça que je veux faire. Il y a encore de la difficulté à prendre des trucs. Il y a des tâches, effectivement, à plus faible complexité que, oui, là, on peut vraiment faire de quoi de super intéressant, mais il y a encore du travail à faire, à y faire pleinement confiance. Puis c'est comme souvent, je dis aux gens, hey, mettons, tu prends un rapport annuel de 500 pages ou un rapport de je sais pas quoi, sectoriel, tu dis, hey, fais-moi un résumé de ça. Puis là, tu dis, je veux pas le lire, fait que je vais aller voir un bon résumé. Tant que tu l'as pas lu, tu n'as aucune idée si tu dit de la bullshit. Tu n'as aucune idée. Fait que là, si tu te mets à être obligé de le lire pour te dire, hey, c'est un bon résumé, tu n'as pas sauvé de temps, ben. Fait que c'est pour là qu'il y a encore des tâches, des fonctions qu'il faut faire attention. Mettons, t'es comme, hey, voici 100 articles, je ne vais pas les lire les 100 anyway, puis je vais juste voir c'est quoi les tendances. Probablement qu'il ne va pas se tromper, que tu vas être correct. Fait que c'est pour ça qu'il y a des spots que la valeur est super nice, mais il y en a beaucoup que ça donne l'impression que c'est hot. Tu vas chercher le 80% super vite, mais le 20% qui reste là, pour faire un vrai software que de l'allure, là, il te reste du travail à faire. Soit il faut que tu fasses du code custom ou soit il faut que tu fasses de l'inférence ou de la réflexion humaine custom. Exact. Faut que tu mettes de la logique d'affaires, faut que tu mettes encore des trucs très traditionnels. Je pensais à ça d'autres quand je m'en venais ici parce qu'on a eu une aussi bonne discussion aussi cette semaine sur comment passer d'une preuve de concept à des trucs en production. Puis on va en parler un peu plus tard dans le pod. Là, puis on a une capsule là-dessus, etc. On la mettra dans les show notes. Mais genre, la notion de ne pas lui faire confiance à 1000% comme tu viens de dire, là, je pensais à ça dans le char en m'en venant. Puis j'étais là, man, je me frustre moins quand je travaille avec Claude ou ChatGPT, quand je le perçois comme un collègue junior ou intermédiaire que je dois encadrer et corriger et entraîner et lui dire « T'es-tu sûr, buddy? T'es-tu trompé? Double-check ça. D'où que t'as sorti ça? Juste pour le fun. » Puis quand je suis dans ce mindset-là, puis que je suis pas en mode genre prompt dégueulasse, ramène-moi le coup le plus vite possible pour que ça marche, on dirait, man, que je suis comme plus zen. Genre, ça va mieux, man. Moi, c'est exactement ce que je recommande, c'est de le voir comme un stagiaire. Ouais. Ça veut dire 3 choses. Il faut que tu sois prêt à répéter, puis à répéter. Ben, c'est vraiment bien dit, le gros. Puis, contrôle qualité aussi est vraiment à garder en tête. Si, mettons, tu dis, hey, mon stagiaire, je veux écrire des posts Facebook, je fais une faute, il faut une couple de fois, c'est pas dramatique. C'est pas critique. Mais si tu dis, hey, je vais baser finalement des résumés pour ma plateforme de, je sais pas, de professionnel de la santé, là, plus de travail à faire pour être certain que même son rapport aux investisseurs, là. Oui. Il y en a qui sont savis en crise, là. Si le LLM, il hallucine un petit peu, genre un 2% au lieu de 1, puis là, t'es comme, oui, tu sais, tout ce qui est les chiffres, il faut faire encore plus attention. Là. Ils sont souvent pas bons. Là. Ouais. Puis là, j'ai beaucoup parlé de ChatGPT, OpenAI, il y a Claude puis Anthropic aussi. On considère-tu que c'est encore eux autres les leaders dans le marché pas mal? Y a-tu genre au top de la montagne corpo? Qui est là? Qu'est-ce qui se passe là? C'est une très bonne question. Là, ça dépend, c'est quoi les critères qu'on se base pour mesurer la performance de ces systèmes-là? Souvent, il y a comme différentes tendances qu'on va voir. T'sais. En termes d'accessibilité, pour moi, je pense qu'encore le plus facile d'accès, c'est GPT et compagnie. Tous les modèles d'OpenAI, les différentes variantes, sont tellement. Ils ont tellement réussi leur coût marketing, ils sont encore là. En termes de est-ce que les gens apprécient encore pleinement leur performance des modèles qu'ils utilisent? Ça va être mix, mettons, les feelings. Claude donne aussi quelque chose de super intéressant. Les feedbacks que je reçois souvent des gens, c'est que Claude va moins essayer de dire de la bullshit, va plus essayer d'être aidant, alors que GPT, il va juste comme dire whatever qui a du sens pour supporter qu'est-ce que tu fais comme affirmation. Fait que, il y a un petit peu l'impression de ça. Maintenant, mettons que tu prends des leaderboards, des benchmarking, tu regardes les meilleurs.
à chaque semaine, on dirait que ça change. Ouais, c'est c'est DeepSeek, c'est un nouveau qui s'est racheté dans le décor. Ouais. T'as Alibaba, des excellents LLM open source en passant, là, sont vraiment solides. Rapport qualité-prix en termes de grosseur, performance, là, sont souvent très bons dans les tops des leaderboards. Ça dépend des tâches aussi. Par exemple, pour mon doctorat, moi, je m'intéresse beaucoup à l'assurance, à l'application d'assurance, puis GPT, présentement, c'est les meilleurs. Et de loin. Là. Tu sais, mettons, les meilleurs modèles ont à peu près une performance sur le test que je fais. 50 à 60%, mettons, des questions que je repose sont bien répondues, alors qu'avec O1, on est à 77%. Ouais. C'est une grosse différence. Ouais, la série O, man, ça change de quoi pour vrai? Là? J'ai commencé à C'est du l'utiliser pour reasoning. de vrai. Là. Ouais. Ça fait une grosse différence. Là. Puis encore une fois, là, le parallèle est peut-être un petit peu boiteux, man, mais si tu donnes à ton employé, ton stagiaire, plus de temps pour réfléchir et accomplir une tâche, il y a plus de chances que ce soit Sharps qui te ship, Effectivement. Mais Ça coûte plus cher, par contre. ça coûte plus cher. Ouais, fair. Et t'as parlé de ton doctorat, puis j'ai comme flashé, je suis comme Chris, ça aurait dû être ça la première question que je te pose pour te troller. Man. Il y a 2 ans, tu complétais ton doctorat. T'es rendu où, Biggie? Il y a 2 ans, je disais que j'étais à 6 mois. Là, je dis que j'étais à un chapitre. Ah, c'est bon. J'étais à un chapitre. C'est qualitatif. C'est qualitatif. C'est une appréciation qualitative. J'étais à un chapitre de le finir. Il faut que j'aille fini cette année parce que là, je suis rendu que je mets peut-être moins d'heures que j'ai de doigts, là, à peu près, là, mettons. Là, fait Mais que, qu'est-ce que tu builds une business au complet en même temps? ben, c'est ça qui devient difficile de plus en plus, effectivement. Y a-tu d'autres outils ou stacks qui sont privilégiés par les SaaS avec lesquels tu travailles déjà comme client ou avec qui tu jases puis que tu échanges des connaissances autres que genre ChatGPT, l'API d'OpenAI ou l'API d'Anthropic, genre? Quand même pas mal. Un truc, ben, tu sais, nous, là, je vais passer, mettons, nous à l'interne, Ouais. tout ce qui est les assistants de code, là, tu sais, Copilot, Cursor, Ouais. on est 100% là-dedans. OK. C'est vraiment. Nous, ce qu'on a remarqué, c'est qu'un développeur senior, je veux dire, c'est à peu près 20 à 30% de gain de productivité que ça va lui donner. Pourquoi? Parce qu'il a la capacité de pouvoir dire non, c'est pas bon qu'est-ce qu'il vient de me faire. Là. Fait qu'il est capable de vraiment pouvoir l'utiliser, dire non, ici, rajoute-moi une fonction, fais-moi telle affaire. Tout ce qui est de partir du code de zéro pour construire de quoi, des solutions comme Lovable, c'est super le fun. Tu peux partir quelque chose de bien. Bon, après ça, des fois, en termes de respecter les bonnes pratiques, t'es pas toujours là. Le code, il est pas très bien segmenté. Il y a comme des petites failles un petit peu comme ça qui font en sorte qu'à plus long terme, c'est difficile à maintenir. Mais des projets qu'on va partir, mettons, on veut un petit UI pour juste montrer qu'est-ce que la solution fait. C'est parfait. Genre, il n'y a rien qui va battre ça en termes de coût. Maintenant, pour du junior, on est plus mitigé en termes de c'est quoi le gain de performance. Il y a comme... J'ai remarqué de plus en plus, puis je pense que ça s'applique à d'autres secteurs aussi, mettons, les avocats, j'ai le même feedback, les architectes, d'autres professionnels, c'est que soit que c'est vraiment pas un outil qui les aide, ils sont pas capables de bien l'utiliser, le gain de performance n'est pas là, ou ils vont prendre tout ce qu'il dit pour du cash, puis ils vont faire de quoi qui n'est pas nécessairement de qualité. Puis tu en as une autre catégorie qui est super embarquée là-dedans, là, puis là, ils vont vraiment loin, puis là, le gain de productivité est souvent supérieur à un senior, parce qu'il n'y a pas la capacité des fois de tout de suite commencer à challenger, fait qu'il va beaucoup l'utiliser comme un levier, puis là, on va avoir un gros gain de productivité. Est-ce que la qualité est aussi bonne qu'un senior? Reste à voir. Donc, c'est encore une très grande inégalité au niveau de la performance, de comment tu utilises l'outil, puis pour moi, c'est beaucoup savoir comment communiquer. Ben, Si tu comprends comment communiquer adéquatement ton idée, partir de ta tête, puis de l'envoyer là-dedans pour lui dire les instructions à faire, ça va être super bon. Sinon, ça va probablement être vraiment mauvais. Ouais, man. Il y a un terme ou un paradigme. Qu'est-ce que je veux dire? Un modèle? Framework, c'est modèle en français? Il y a un framework que j'entends de plus en plus, man, dans les pods, sur Twitter ou ailleurs, qui est comme on s'enligne dans une allocation economy. Où est-ce que tu as tellement de ressources computationnelles puis d'intelligence artificielle qui est au bout de tes doigts que ton skill set qui va avoir le plus de levier, c'en est un qui ressemble au rôle de manager. Ouais. Où est-ce que tu alloues des ressources? Un directeur d'usine. Exact. Puis un bon manager, pour faire écho à ce que tu viens de dire, Dude, c'est genre, ça communique très bien les besoins, le contexte, ça encadre la personne de la bonne manière pour qu'elle parte, puis là, elle s'en aille dans la bonne track. Une vision d'affaires. Ouais. Une vision d'affaires. Mais tout ça, ça passe par du français ou de l'anglais, tu sais. Ouais. Si tu n'as jamais travaillé ces skills-là du tout, c'est sûr que ça va être dur d'enligner le LLM ou dans le bon chemin. Genre. Fait que c'est pour ça que souvent, ce qu'on va voir, c'est que les gens ont souvent le réflexe, on le voit souvent, les SaaS, là, mettons le réflexe, je vais prendre un LLM, je vais faire un chatbot qui va faire ça dans ma plateforme, etc. OK, fine, c'est une proposition de valeur qui a de l'allure, mais en fait, souvent, la valeur, c'est plutôt de dire, OK, c'est quoi que mes utilisateurs font souvent? Qu'avant, je n'étais pas capable d'automatiser avec du software traditionnel, que là, je peux automatiser avec ça.
De genre, mon client, il va souvent me demander de faire tel genre de rapport, tel genre d'affaires, tel genre de truc. Il va me sortir tel genre d'insight, genre telle affaire. OK, ben, si j'y laisse faire le prompting, ça se peut qu'il va juste faire de la merde. T'sais, genre, il n'arrivera pas à se rendre à la fin et de faire qu'est-ce qu'il veut. Fait que je peux-tu déjà faire les prompts, aller chercher ça, puis juste lui donner un nouveau bouton qui est comme fais-moi de l'insight sur ça. Je peux envoyer dans une newsletter, j'en envoie dans n'importe quoi, puis là, ben, tu peux essayer de monétiser ça. Tu peux essayer d'aller chercher de quoi parce que si tu ouvres un chat ouvert, là, ça va coûter cher, vite. Puis tu sais pas qu'est-ce que tu vas réussir à monétiser de ça. Puis ça va être difficile, d'après moi, des fois, de montrer la pleine valeur. Fait que le chat, il est intéressant si tu vas avoir des bêta-testeurs pour voir c'est quoi les questions qui se posent. Tu t'en sers comme ton voice of customer. Tu pognes ça, tu transformes ça en feature, puis tu redéploies ça par la suite pour tout le reste du monde. C'est tellement bien dit, d'autres, parce que, OK, dans une interface utilisateur, tu as des conventions de design, puis tu as une hiérarchie de l'information qui agit comme contrainte et qui guide l'utilisateur vers l'accomplissement d'une tâche donnée. Ouais. Si tu fais juste ouvrir un fucking chatbot, man, il sait pas c'est quoi ses besoins. Il n'y a aucune contrainte, il n'y a aucun guide. Il saura pas quoi faire. Là, man, ça part. C'est comme un peu une paralysie décisionnelle. Genre, il y a tellement de choix, il y a tellement de possibilités, je sais même pas. Alors qu'un GUI, ben, Chris, le gros bouton qui brille là, pour générer mon rapport, il est là. Je suis pas mal sûr que c'est là qu'il faut que je clique, mettons. Fait mais c'est vraiment bien dit que les plus savvy, fait que t'es alpha, bêta, power tester. Eux, ils vont vouloir la personnalisation, ils vont vouloir avoir plein de pouvoir, mais les autres, probablement pas. Ouais. Puis, il y a. La suite, la G Suite, la genre de suite, Google fait des trucs quand même cool avec les AI, là, mettons dans Google Sheet, où est-ce que quand tu sélectionnes de quoi, genre il va te proposer des insights. Faire un tableau, veux-tu ça, veux-tu... Puis genre, souvent, je clique, puis j'ai genre un peu ou beaucoup de value, genre quick, genre. Puis tu sais, ça, c'est vraiment cool parce que ça ne met pas la charge cognitive de comment utiliser l'IA sur moi, ça m'utilise l'IA pour moi, genre. Fait que ça, c'est vraiment bien quand tu l'as formulé. Fait qu'on est-tu game de faire un statement, genre, un énoncé du genre, les LLM sont rendus assez robustes pour être core dans la livraison de valeur d'une compagnie technologique comme un SaaS, genre, d'avoir un rôle core puis pas juste en marge? De plus en plus. De plus en plus? Ouais. Il y a encore un petit peu de travail pour certaines affaires. En fait, surtout une question de gérer... Dépendamment de quand on l'utilise. Si on est dans un chat ouvert, les grands enjeux, c'est le prompt injection, tu sais pas qu'est-ce qu'il va dire comme bêtise, t'es pas capable de faire le contrôle de la qualité. T'es dans un cas, mettons, dans le domaine médical, tu veux utiliser un questionnaire de l'information, un meeting, whatever, Corway, mettons, comme qu'est-ce qu'ils font, genre, tu fais des notes, puis là, tu veux sortir de la valeur de ça. Ben, le problème que t'as, c'est que c'est difficile de t'assurer que tous les éléments pertinents ont bien été extraits. Fait que comment tu mesures ta performance, c'est complexe. Fait que là, de plus en plus, les modèles vont réussir à le faire. Mais si là, mettons que ça aurait été juste un chatbot ouvert pour poser des questions médicales, là, c'est encore plus compliqué. Parce que tu n'as pas de contrôle sur la question de ton utilisateur. Puis tu vas être certain de penser à toutes les edge cases. Puis de penser à toutes les edge cases, ça coûte cher. Ça prend du monde, ça prend du temps, etc. Fait que si tu le transformes tout en feature, puis que là, tu mesures la performance spécifique de ta feature, souvent, tu vas voir plus vite la valeur. Mais peut-être moins sexy que de laisser une boîte ouverte comme ça. Pour ça, à la place, il faut que tu aies des voice of customers qui puissent leur poser des questions. Là, ouais. All right, folks. Petit shout-out aux chiffres, partenaire certifié, ça se passe. Une firme comptable tech-enabled qui organise vos finances. De la comptabilité cloud à la paye, à la fiscalité, c'est le bras droit de l'entrepreneur tech. Ils ont aidé un paquet de SaaS bootstrap ou fundé. Check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Puis manquez pas le show 74 avec Jean Gab sur le pricing. OK? De retour au pod. Ça fait du sens, man. J'ai comme l'impression que c'est dur à suivre pour monsieur, madame, tout le monde, mais c'est même dur à suivre pour les founders techniques, dude. Parce qu'il y a tellement de tooling qui se développe, les modèles évoluent, il y a des nouveaux joueurs qui arrivent dans le marché, puis il y a des petites bulles de hype qui explosent sur les médias sociaux. DeepSeek, mettons. Ouais, exact. Puis là, mettons tes founders, là, c'est pas vrai, man, que t'as 4 jours dans ta semaine où tu peux expérimenter tranquille avec tous les nouveaux outils qui viennent de sortir. Oui, probablement ton équipe, là. Et même chose pour ton équipe aussi. Genre, t'es busy as fuck, man. T'essayes de lever du financement, t'essayes de faire des embauches, t'essayes de closer les gros deals. Exact. Fait que genre, c'est pour ça que je trouve ça cool, moi, d'avoir une business comme la vôtre qui est comme à côté ou prête à aider. Mais même la même pression est là pour ta team à toi, de genre. Comment on se maintient à jour, là? C'est ça, tu sais. Je veux dire, vous autres, vous avez des mandats clients, là, genre, puis faut que tu ships, là, tu sais. Moi aussi, j'ai des financiers à faire, puis tout, là. J'ai pas le choix, là. Close, ouais. C'est ça, faut que je close, là. Fait que, comment tu fais, hein? C'est une bonne question, là. Tu sais, les méthodes qu'on a utilisées avant fonctionnaient bien, puis là, le rythme s'accélère de plus en plus. Fait que je suis comme. Ta question
que tu me posais en amont, Ouais. parce que tu prépares tes questions. Yes, Elle m'a vraiment fait réfléchir, puis je vais revenir à ça après, comme qu'est-ce que je vois mon next step pour ça. OK. Nous, présentement, ce qu'on fait, tu sais, classique, là, genre, tu sais, on monitore une couple de newsletters, de ci, de ça, puis moi, je les lis. Tu sais, à peu près tous les matins, je prends un 10-15 minutes pour lire Info Bref, par exemple, des affaires de même sur la techno. Puis on fait juste partager ça entre nous autres, puis on a du temps qu'on s'alloue un petit peu là-dessus. Mais il y a une limite, tu sais, on parle pas de 4 jours, on parle en termes d'une demi-heure, 1 heure, mettons. Les team leads, on a un team lead, lui, c'est sûr qu'il faut que ça fasse partie de sa tâche. Après ça, on les share nous autres, puis on fait des monthlies sur des trucs techniques. Que genre, on share de la connaissance. Ou on Alex, fait encore ça. ton collègue me l'avait Très dit quand il possible. est venu sur le pod. Très possible. C'est un partage de connaissances, genre un peu un lunch and learn. Exact. Genre. C'est ça. Un l'avant-midi qu'on fait. On a d'autres sujets qui vont se mener à table aussi. Mais tu sais, à un moment donné, c'était comme, c'est quoi un rag? C'est quoi ces affaires-là, etc. Comment on va évaluer ça? Tu sais, ce genre de réflexion-là, en même temps aussi qu'on a une réflexion, mais aussi sur la techno. Puis là, récemment, avec le RIP qui augmente, puis tu sais, le bruit. DeepSeek, c'est un bon exemple que, tu sais, ça a vite fait du bruit, c'est tombé ce matin, j'ai regardé ça, je suis allé voir l'article scientifique, puis je fais comme, OK, c'est ça les contributions pertinentes, une couple de personnes que je suis aussi, on regarde, check une discussion, OK, ça m'a fait une tête. Mais les outils technologiques tombent moins souvent, des fois, sur mon radar. On dirait que je les vois moins passer souvent. C'est plus comme des gros buzz techno. Fait que comment réussir à faire? Ben là, tu m'as parlé de Manus l'autre fois. Ouais. J'ai fait, je pense que je vais me faire un processus de monitoring puis de vigie avec une affaire de même. Comme, voici genre des sites que je surveille, voici des bons clics que je surveille. Fais-moi un rapport à toi, whatever la fréquence. Genre, je veux que ce soit des points de forme. Je veux juste quick. J'ai essayé de trouver une solution. Ce que je cherchais en Deep Search que je t'expliquais tantôt, c'est que j'ai demandé à Gemini de me faire, comme de trouver une solution SaaS qui pourrait faire ça pour moi. J'en ai pas trouvé. Puis les réponses qu'il me donnait étaient juste pas bonnes en plus. Là, c'était vraiment, il me donnait plein d'autres affaires sur de la vigie, d'autres affaires, le truc, mais j'ai pas encore trouvé de quoi. Sûrement qu'il y en a un qui existe qui pourrait me permettre de le faire. Parce que là, il faut que je fasse des prompts, etc. Probablement que je vais me le faire moi-même, là, finalement. Mais de faire la vigie, c'est encore beaucoup d'efforts. J'ai pas vu de quoi qui me permet de quickly, juste comme consommer, genre, hey, voici Lovable, voici telle affaire, voici ce qui est sorti dans les 3 derniers mois, puis comme, voici la proposition de valeur, voici comme qui est derrière ça, puis ce genre de détails-là aussi, parce que des fois, il y a des outils tutoriels, t'es comme, ouais, c'est un proto-produit, puis on n'est pas là. Firefly, quand ça sortit, c'était le fun, mais tu sais, tout n'était pas là au complet. Fait que pouvoir faire cette vigie-là, puis de comme le revisiter aussi dans 6 mois, 1 an, juste comme ça a-tu bougé, quelque chose de pertinent. Récemment, quelqu'un m'a parlé de Fixer, vraiment le fun, j'ai testé, j'ai joué avec. 2 premières semaines, c'était une lune de miel. Je te dirais que je suis un petit peu retombé. Là, Fixer.ai, c'est un peu un assistant pour ta boîte de courriel puis ton calendrier, où est-ce qu'il va lire tes courriels entrants, puis générer des drafts, par exemple, dans ton inbox que tu peux juste approuver puis envoyer. Il va aussi te proposer des slots parce qu'il voit ton calendrier quand il détecte que, genre, dans la espèce de... On parle d'une rencontre, quelque chose comme ça. Là, C'est vraiment cool. C'est Antoine cool, de Dash10 qui en avait parlé au début. Exact. Mais tu sais, ce que j'ai trouvé, c'est que comme les features, on dirait qu'ils essaient de te vendre, mon feature, c'est genre un Calendly, une autre affaire. T'es comme, ouais, mais c'est pas ça que je veux. Tu sais, genre. On dirait qu'ils ont essayé de faire plein d'autres affaires connexes parce que sûrement qu'ils voulaient essayer d'aller justement chercher plus de clients. Comme j'ai essayé déjà ces autres tools-là ailleurs. Fait comme, moi, j'ai l'impression qu'ils vont se faire acheter dans pas long puis se faire intégrer. Là, je veux dire, c'est ce que je m'attendrais dans ce genre de fonctionnalité-là. C'est une fonctionnalité, c'est pas un software en soi là, pour l'instant, j'ai l'impression. Je te file. Ouais, puis même. C'est une très belle fonctionnalité. Même dans l'onboarding, t'es comme, that's it. J'ai juste 4-5 toggles à faire, genre, c'est tout le système, genre. Fait que toute ma value, c'est juste une feature dans mon Gmail. C'est ça, exact. Pour 40$ US par mois. Ouais, exact. Mais puis, tu sais, moi, c'est ça que je te disais offline, c'est que, genre, j'ai eu un haha moment de genre, oh, Chris, man, ces 3 drafts-là qu'il a fait à des courriels, genre, je peux littéralement juste faire send, man. Mais ça, man. Des fois, c'est de la merde. Des fois, c'est de la merde. Puis aussi, ça s'intègre pas dans mon workflow, dans Missive. Puis moi, man, mes courriels, puis ma collab est dans Missive, genre. Puis j'ai des tags, j'ai des labels, je partage avec Joe, avec Joël des affaires. Tu sais, c'est là que je veux gérer mes coms. Fait on s'était dit justement qu'on allait checker pour les AI rules dans Missive+. C'est exactement ça que je vais regarder. J'ai pas eu le temps de le faire parce que l'avantage avec ça, c'est que tu rentres direct dedans puis tu le fais. Là, la classification est quand même le fun. Ça, j'apprécie ça, mais comme clairement, je suis arrivé là, au bout de 2 semaines, 3 semaines, de comme j'ai pas ce que je veux. Ouais. Genre, j'ai pas. Je vois le potentiel, mais j'ai trouvé même que ça a dégradé récemment en termes. Parce que je suis plus critique, peu importe, que je vais vouloir plus de contrôle, puis je pense que Messi va plus ça, moi aussi. Ouais. C'est le même pattern avec tellement de trucs en AI que genre, je suis presque là, mais il reste 20% là que je suis pas insatisfait. C'est ça. C'est ce 20% là que tu veux, là, tu sais. Ouais.
Mais juste pour revenir à genre, hey, je vais peut-être me builder un tool pour faire de la veille un peu sur genre ce qui sort, puis me faire des rapports courts et précis en fonction de ma business et de mes clients, là, pas juste genre du hype sur Internet. Ben, man, tu checkeras, là, je voulais qu'on s'en parle un peu de ça, mais Lindy, Lindy, c'est genre des AI agents. Ils ont sorti quelque chose qui est des AI swarms, où est-ce que tu peux déployer une chier d'agents qui vont travailler en parallèle sur l'exécution d'une tâche connexe, mais qui a comme des... Tu sais, avec un... Si tu essaies de faire un gros projet avec de multiples tâches dans un thread, mettons, sur un chat GPT de ce monde, souvent, man, il va commencer à genre... Là, ouais. Il va halluciner, il va faire n'importe quoi. Le context window, tu le dépasses ou je sais pas quoi. Fait que eux autres, supposément que ça règle ça. Je l'ai pas utilisé encore, là, disclaimer, si le monde écoute, ils sont comment, je vais aller utiliser ça tout de suite, mais je suis pas mal convaincu, man, qu'avec les Cursor, Replit, Lovable Bolt de ce monde, plus genre un petit workflow de AI agents dans l'Indie, tu pourrais avoir de quoi de nickel. Très probablement. Dès que tu es un minimum technique ou curieux, genre, tu sais, ça se build. Là. Puis ça, c'est une autre affaire qui doit faire shaker certains SaaS, c'est que, Carlis, man, si je suis capable de builder genre 80 à 90% de tes fonctionnalités en un week-end, genre, après ça, ton edge, c'est ta distribution, puis ta brand, c'est plus genre ta tech. Là, tu sais. Ouais. Mais je pense de moins en moins c'est la technologie, le edge, c'est plutôt la commercialisation. Là. Je pense que après ça aussi, j'avais une discussion, je ne sais plus avec qui, mais justement, nous, on est tellement en techno qu'on a l'impression que tout le monde est bon en techno. Là. Mais Sim de Workley, Sim Domaine, il disait, je ne me rappelle plus ce qu'il disait dans la communauté privée, mais genre, moi j'étais là, qu'est-ce que se passait avec les SaaS, whatever, puis il avait juste genre commenté, le good old tech echo chamber. Genre. Ouais. Parce qu'on est tellement dedans, man, qu'on est comme genre, c'est fuck, ça va changer ça s'en vient demain, puis il y a plein d'autres mondes extérieurs qui sont comme, quoi, ChatGPT? ouais, exact. Moi, ça a pris 2 ans avec ma blonde et ma mère commence à l'utiliser plus pour de vrai. ChatGPT, puis ça faisait 2 ans que j'en parlais. Fait que, tu sais, de façon générale, l'IA générative, ça s'est amélioré beaucoup. Est-ce que ça a changé comment toi t'accompagnes des business comme des SaaS ou d'autres compagnies, là, vous accompagnez pas juste des SaaS, de façon générale, genre soit dans tes process ou dans ce que tu conseilles ou... Un mix de tout. Tu sais, présentement, tout le monde veut faire de l'IA générative. Ils vont dire IA, mais ils vont parler d'IA générative finalement. Là, sans ils parlent pas de computer autres. Vision, mettons. Exact, c'est ça. Là, fait que souvent, ce qu'on va voir, c'est que c'est une bonne porte d'entrée. Parce que un des avantages de générative, j'en ai parlé, c'est de pouvoir extraire de la donnée non structurée. Fait que là, souvent, on va leur dire j'ai plein de factures, j'ai plein de contrats, j'ai plein d'offres de services, j'aimerais ça accélérer, fouiller dans mes offres de services historiques, par exemple, pour trouver quel qui parle de ça, pour en faire une nouvelle plus rapidement avec ça. OK, oui, on va utiliser l'IA générative pour faire ça. Mais hey, regarde, aussi, tu préfères. Puis là, on leur parle d'autre chose par la suite. Mettons, dans du manufacturier, là, c'est pas mal comme ça qu'on va le faire. C'est-tu parce que l'espèce de mode un peu hold my beer, je te donne l'info crissement vite des LLM, c'est un genre de time to value quand même vite. Fait que c'est comme un wow vite, mettons, pour le client. Fait que là, ça l'ouvre leur esprit. C'est plus facile à expliquer aussi que je te dis, voici une régression et ici, on va prédire ça. Ouais, non, mais même moi... tu me l'expliques longtemps. Fait que c'est pour ça que c'est tellement plus facile. En fait, moi, c'est que ça a simplifié mon travail. En termes de montrer la valeur. On peut aussi montrer la valeur tellement vite pour le client que genre, tu sais, dans le processus agile que t'es comme tu veux livrer vite, tu veux livrer souvent, tu veux faire la plus petite itération possible, t'es tellement capable de te coller là-dessus, de montrer de quoi. Après ça, le challenge qu'on a fait face, pour être super transparent, c'est que tu crées tellement la valeur vite que les gens ont l'impression que tu te rends à 80% juste avec ChatGPT. Là, c'est comme, moi, mais pourquoi j'ai besoin de whatever le nombre de dollars pour faire le 20% restant? Là, tu sais que tu as le droit de Pareto là, à 30 dedans. Fait qu'une couple de fois qu'on a fait des démos, puis les clients sont comme, mets-moi ça tout de suite en place, puis comme ça va me coûter 5$, genre whatever le prix que ça tend à faire, t'es comme, ouais, mais non, tu sais. Fait que là, c'est l'autre bout que des fois, on l'a pas eu à cause de ça. Ouais. On s'est mis le garde autour du cou, là. Ouais, c'est fucked up, man. C'est comme si... c'est comme si tu te montrais... J'ai une analogie boiteuse dans la tête, man. Tu vas aller te faire. Mauvais, mais je comprends. All right, man. Là, récemment, on s'est parlé sur une capsule de comment la donnée qui était manipulée par des LLMs opérait, où elle était storée, de quelle manière et tout ça. Puis, tu vas leur expliquer. Ouais, c'est ça. Fait que là, dans le fond, tu m'as expliqué grosso modo des bases de données vectorielles, comment ça fonctionnait dans notre capsule, puis je la mettrai dans les show notes. Mais là, après ça, j'étais là, je pense que j'ai compris, mais je prends une marche genre 4 fois par semaine dans mon hood. Fait que je suis parti à marcher, puis j'avais pas le goût d'écouter un pod, j'avais pas le goût d'écouter de musique. J'ai juste
je me suis mis un shortcut, man, sur ce bouton-là, que ça pop open tout de suite, genre le voice assistant de ChatGPT. Fait que je peux tout de suite commencer à parler à ChatGPT. Puis j'ai dit, genre, hey man, je vais essayer de t'expliquer comment ça marche, genre les bases de données vectorielles. Puis j'ai comme posé des questions, puis il m'a comme corrigé une couple d'affaires pour essayer de cimenter l'éducation. Fait que là, j'ai fait un gros. Grosse introduction pour te dédouaner que tu l'auras peut-être pas. Exactement, man. Fait que, OK. Une base de données vectorielle, pour bien comprendre son utilité puis comment ça fonctionne, d'abord, il faut que tu comprennes que la donnée qu'on manipule, qu'on transforme puis qu'on régurgite via des LLMs, c'est principalement du texte. Right? Du texte, c'est très nuancé comme information. C'est pas des 0 puis des 1, c'est pas des chiffres puis des équations mathématiques qu'on le sait que ça égale ça ou ça égale pas ça. Fait que ce texte-là, pour bien le comprendre, on doit le segmenter en différents, appelons ça des pools, en différents nuages de sens. Fait qu'autour d'un bout de mot donné ou d'un mot donné, il va y avoir proche de ce mot-là, un paquet d'autres mots qui sont sémantiquement proches. Fait que proche de chat, il va y avoir félin, par exemple. Ensuite, quand on a fait cette espèce de mapping-là sémantique, on peut couper les bouts de mots puis les convertir en chiffres, mettons. Ouais. Puis une fois qu'on a converti ces chiffres-là ensemble, ben, on est capable de voir, OK, ben, cette série de chiffres-là est proche de cette autre série de chiffres-là. Puis là, c'est là que je vais avoir de la misère. Mais grosso modo, avec ces chiffres-là, quand tu les enlignes ensemble, tu peux voir, ça peut créer comme sur un graphe, un vecteur comme on voyait au secondaire là, dans les maths ou au cégep, là, dans les maths, que moi, j'étais pas bon. Puis tu as littéralement une représentation physique et mathématique du sens ou de la proximité du sens de ces mots-là. Puis là, tu peux prendre une décision sur, OK, ben là, si j'ai une requête que c'est cette cosinus-là ou cette courbe-là, puis que moi, je pensais y envoyer ça comme réponse, puis que la courbe est proche de l'autre, ben j'ai beaucoup de chances que ça soit exact. Oui, mes vecteurs sont similaires. Les vecteurs sont similaires. Je me suis chié ou ça fait exactement quand même du sens? Je suis quand même content, man. Parce que ça fait un bout que je sais. Je dis pas ça. C'est quoi le fucking exemple que tu fais tout le temps, là, que tu as sur le bout des doigts là, pour expliquer la... Roi, tu prends le concept de roi, tu enlèves homme, tu rajoutes femme, ça fait reine. Fait que c'est la relation sémantique entre les mots. Et voilà. Après ça, mon exemple que je prends souvent, c'est chat-félin. Ouais. Tout le monde comprend l'imaginaire. Après ça, je dis, l'alternative à ça, c'est j'ai cherché les mots-clés. Une base de données textuelle, c'est ça. Elasticsearch, par exemple, c'est un bon exemple. Ouais. C'est un contrôle F que tu fais. Donc, tu cherches des mots-clés. Fait que si tu cherches le mot chat, tu ne trouveras pas le mot félin. Sémantique, tu vas trouver félin. Exact. Mais 100% sémantique, tu vas aussi des fois avoir des comportements qui ne sont pas toujours intéressants. En fait, tu as les mots-clés, puis tu as le sémantique, puis tu as l'hybride entre les deux. Ouais. Puis, mettons, OpenAI, la solution assistant GPT, c'est juste du sémantique. Ouais. Fait que des fois, tu vas vouloir aussi le rattacher à la vérité de dire comme, il m'a parlé de chat, je veux vraiment sortir tous les textes qui parlent de chat parce que clairement, ces textes-là doivent être importants. Ouais. Fait que là, tu vas aller chercher un petit peu ton mot-clé, puis tu vas faire une pondération entre les deux. Puis c'est souvent là que tu vas donner les meilleurs résultats. Ou du moins, une plus grande stabilité dans tes résultats puis une cohérence. Ouais. Fait que je pense que ce que j'avais dit dans la capsule, c'est genre, quand tu utilises une base de mots-clés, une base de données plus textuelle, c'est ça que tu as dit? Excuse, pas non vectorielle. C'est ça, exactement. Tu cherches ton commande F, là, tu cherches pour des faits ou des instances, genre ASIS. Là. Ouais, exact. Mais quand tu as une base de données vectorielle puis tu cherches là-dedans, tu cherches pour du sens. Sémantique, sens, exactement. On est plus là-dedans. OK, parfait. Chris, man, je suis quand même fier, man. T'as passé ton examen. J'ai passé mon examen. Ben, parlant de ça, as-tu l'impression que si on avait à donner des conseils aux gens, soit aux moldus ou aux juniors qui commencent en tech puis qui ne sont pas nécessairement les programmeurs hardcore, sur comment bien utiliser l'IA générative spécifiquement, est-ce que ce serait d'abord de comprendre ce que je viens de dire là, de ne pas trop leur faire confiance? As-tu comme des conseils à donner? Comprendre la base de données vectorielle, pas pantoute. Je pense pas que c'est too much. Ouais, c'est vraiment too much. Ouais. Mais je pense que pour moi, tu as dit la meilleure chose tantôt sur justement de ne pas trop y faire confiance puis de le voir comme si c'est un junior ou un stagiaire, un peu importe okay. le titre. Pour moi, c'est la racine de la meilleure chose. Fait que ça veut dire qu'il faut que tu sois prêt à lui répéter qu'il va probablement pas donner la bonne réponse. Tu dois reformuler, tu vas aussi faire du contrôle qualité puis de jouer avec. Puis on l'a dit plusieurs fois, c'est de la communication, de la compétence à développer. Ouais. Fait que si tu n'apprends pas à bien communiquer avec ces outils-là, ça ne marchera pas. Puis pour moi, je pense qu'il y a un paradigme qui est... C'est une hypothèse, là.
l'humain, quand on communique, on va utiliser du physique. On va aussi des fois faire des raccourcis, puis toi, tu vas être capable d'inférer, tu vas essayer de comprendre qu'est-ce que je veux dire. On se connaît, on a un historique. On a quelque chose qui nous permet des fois de communiquer de manière encore plus compressée. Le langage, c'est déjà une compression de mon esprit, finalement, qu'est-ce que j'essaie de faire. Fait que si je suis pas bon ou que je fais trop de raccourcis comme ça dans ma communication, l'IA va nécessairement pas être capable de capturer tout ça et il va pas me donner le résultat que je veux. Ouais. Fait que plus que tu es clair et précis dans ce que tu lui demandes, plus que tu vas obtenir des réponses, des éléments qui vont être proches de ce que tu veux. Puis je pense que l'inception ici que je veux dire là, comme conseil, c'est man, si t'es pas certain de comment communiquer avec ton LLM, demande-y. Ouais. Nous, on a une méta-prompt pour nous demander de faire moi une prompt pour être capable de faire ça, puis il nous fait une prompt pour après ça prompter un autre système. Exact. C'est ça. Puis au niveau de la confiance, un truc que j'aime bien, c'est soit je vais ouvrir 2 tabs qui sont pas sur le même modèle nécessairement de OpenAI, et ou je vais ouvrir peut-être une 3e table avec Claude, carrément. Puis souvent, je vais faire les mêmes prompts as is dans ces trucs-là pour voir, hey, qu'est-ce qui sort? T'sais, y a-t-il une grosse variance dans les réponses qu'on me retourne? Si oui, je le sais que là, mon esprit d'éditeur puis d'aller valider doit être plus fort, plus présent. Si c'est pas mal, genre, straight up la même affaire, je suis comme, OK, ouais, c'est pas mal vers là que la réponse s'en va. Ouais. As-tu du sens, ça? Ouais. Ben, je disais, ça m'a fait penser à quelque chose. Récemment, sur Reddit, j'avais vu un post de quelqu'un qui disait les milléniaux, on est probablement la seule génération qui est capable de naturellement arriver sur un site web et savoir s'il y a du scam ou non. Parce qu'on a été nous, on a vécu la création du web. Nos parents n'étaient pas dedans. Toi puis moi, là, MySpace, là, le web, on l'a vécu là, à fond. Là. Ouais. Fait que je pense qu'on a des outils ou des mécanismes ou des réflexes qu'on a pour nous semble vraiment ambieux de détecter de la fraude, détecter des affaires de même que les autres générations qui ont juste embarqué dans le web dans sa forme qu'il est moderne aujourd'hui n'ont pas eu la chance vraiment de développer ces outils-là puis ces réflexes-là de communication. Fait que j'ai hâte de voir eux, par contre, qui vont faire face à l'IA d'une autre manière, qui peut-être va leur amener un autre skill set. J'ai aucune idée dans le futur. Mais pour moi, tu sais, cette espèce de sens-là de comprendre que hey, ce qu'on me dit, je pense pas bon, je pense aussi est beaucoup basé sur notre expérience avec le web. Moi, tu regardes un site web, t'es comme hey, c'est pas crédible comme source. Là. Bang! Rapidement, je suis capable de faire ce discernement-là. Ouais, c'est intéressant, man. C'est intéressant, puis on l'a comme offloadé ou c'est quoi le mot, man? Délégué cette confiance-là ou cette analyse c'est-tu véridique ou non? légitime ou pas? Ouais. On l'a délégué souvent à des moteurs de recherche comme Google. Ouais, exact. Qui, genre, eux autres s'assurent de ne pas me mettre du spam. Exact. Sauf que quand on passe pas par un point d'entrée dans le web comme Google, ben là, man. Mais nous, on l'a passé avant Google, là. Ouais. On l'a vécu, là. Ouais. On l'a vécu. Fait que, tu sais, comme. Ouais. Je suis capable de voir. Pour moi, j'ai comme instinctivement, je vois un site web, je suis capable de savoir si ça va être crédible ou non. Comme, on dirait que j'ai cette capacité-là de le faire. Je peux pas dire pourquoi j'arrive à faire ça. Est-ce que d'autres gens plus jeunes que moi arrivent à le faire? Je le sais pas, mais naturellement, j'ai passé dedans, LimeWire, là. Been there, done that, là, de savoir lesquels que tu vas avoir un scam, puis ça va pas du tout être la chanson que tu as demandé, là, tu sais. C'est Chris Man, j'ai hâte qu'il sorte, là, mais j'ai fait un épisode avec Raphaël Steinman de Maxa AI, là, qui est co-CEO de ça, puis je suis sûr que ça va t'intéresser, mais on parlait beaucoup des systèmes 1 versus système 2, puis ça, si jamais en tout cas, j'ai ça recommander des livres au monde parce que tout le monde est bien busy. Puis même moi, quand je me fais recommander des livres, je suis comme, man. Les audiobooks, au pire. Ouais. Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman, je sais pas comment ça se prononce. Un genre d'économiste, psychologue, je sais pas quoi, qui gagne un paquet d'affaires. C'est un malade. Solide écrivain, là. Ouais, exact. Puis lui, il parle du système 1 et du système 2, puis il dit justement que ton système 2, c'est ta compétence cognitive très consciente, très after the fact. C'est genre, il s'est passé une chose, là, j'ai eu tous les inputs sensoriels ou d'informations, puis là, je réfléchis là-dessus, puis je me fais une tête, puis je communique à propos de ça. Ça, c'est ton système 2. Ton système 1, c'est toute l'intuition qui s'est construite puis qui s'est peaufinée à travers des années, c'est pas des décennies d'expérience dans un domaine donné. Puis l'exemple qu'il donne au début du livre, je pense, c'est genre OK, t'as une couple de pompiers qui éteignent un feu dans un building. Tout semble éteint, genre, là, tout semble sous contrôle. Puis à un moment donné, ils sont dans un salon, je pense, puis de ce building-là. Puis le chef de pompiers, que ça fait des décennies qu'il fait ça, il pogne un moment, puis il dit hey, il faut qu'on sorte right now, crissez votre camp, évacuer le building right now. Puis genre, des secondes après, le plancher collapse au complet. Puis ça, c'est son système 1. C'est que lui, ça fait tellement longtemps, man, qu'il vit dans l'environnement de building en feu, à rescue du monde, puis tout, que son instinct a comme
développer des réflexes, des trucs, de la compréhension, des affaires qui est difficile à expliquer. Difficile à expliquer, mais qui est souvent exact. Fait que c'est ton intuition, genre. Puis c'est comme si nous, on a tellement baigné dans le web que notre système 1 est comme tout de suite capable de faire « Ah, man, ça a l'air shady, ça, genre. » Sans que j'aille checker le code source ou sans que j'aille lire tout ce qui est écrit ou checker les backlinks. T'es comme juste capable de faire « Ah, ouais. » Fait que j'ai l'impression que pour jouer avec un outil comme ça, on a vraiment un bon skill set. Ouais. Que les autres, c'est ça qu'il faut développer. Là, la capacité de critiquer, de dire qu'est-ce qui est dit, puis de ne pas le prendre pour de l'argent. À même titre que TikTok, là, c'est un bon exemple. Si on fait un autre paradigme, il y a beaucoup de jeunes qui ont consommé, qui se sont éduqués sur TikTok pour des affaires qui sont complètement aberrantes. Là. C'est sur la fiscalité, sur le revenu, sur la manière de fonctionner en société. Mais pourquoi c'est complètement aberrant, tu sais, dans le fond? Non, mais il y a des affaires qui sont dites, par exemple, des gens qui disent « Ah, le système des positions, ça marche de même, de même. » Puis là, la personne a dit de manière tellement claire dans TikTok. Okay, je veux dire, comme elle dit des choses comme « Hey, c'est comme ça que ça marche. » T'es comme non, c'est pas comme ça pantoute que ça marche. Tu sais. Ouais. Pas aberrant dans le sens sur qu'est-ce qui peut être tenu comme propos. Là. Fine, il y a d'autres choses qu'on peut. C'est comme la précision de ça. Exact. Mais une des choses que moi je fais là, dans mon utilisation d'IA personnelle, le plus c'est critique la tâche que j'essaie d'accomplir avec mon LLM, le plus je vais le faire, c'est lui demander s'il a inventé des choses, lui demander s'il a estimé, deviné, prédit des affaires, ou si tout ce qu'il me dit est basé dans les documents que je lui ai fournis ou une recherche crédible qu'il a faite sur le web, ou ça vient de où dans ton dataset, dans le fond, tu sais. Puis ça arrive souvent, mettons, qu'il va me dire « Ouais, tu sais, ça, il y avait comme un trou dans le fond sémantique, fait que je l'ai comme filé parce que je veux t'aider, genre. Ouais. Fait que c'est le même principe pour revenir au stagiaire, de challenger un peu ton stagiaire, puis de faire comme « Hey, man, t'es-tu sûr, genre, de ça? Explique-moi par où t'es passé pour arriver là. » Ah, puis là, tu peux le corriger, puis dire « Hey, man, prochaine fois que je te demande de faire telle tâche, là, fais pas ça de même, tu sais. Oublie pas de passer par tel chemin parce que ça fonctionne pas pour moi. » Puis ça se peut que tu aies besoin de le répéter, puis c'est frustrant de répéter. Au même titre que répéter à un humain, c'est frustrant. Moi, là, tantôt, man, là, j'ai un style particulier quand j'écris, là, puis moi, je veux que des fois que ChatGPT soit un peu pour mon executive assistant, puis me génère du content pour répondre vite à des affaires parce que mes DMs débordent, puis tout ça. Il a fallu que je répète 3 fois, man. Là. C'est comment que je capitalisais mes lettres majuscules, moi, François, quand j'écrivais, genre. Puis ça a pris 3 fois avant qu'il le pogne, là. Puis là, son memory a été updaté, puis j'étais tellement, man, au CD, j'étais allé voir ma memory, puis c'est la bonne affaire. Hein? Fait que, ouais, anyway. Répéter, s'assurer qu'il n'est pas en train de te gaslighter, le challenger beaucoup, utiliser différents outils, puis être patient, man. Ouais. Être patient parce que... C'est un learning curve. C'est un learning curve. C'est une nouvelle manière de travailler. Puis tu peux pas juste penser que c'est pas parce que tu les vois les caractères se développer. T'as l'impression que la magie est tout de suite, que c'est genre instantané. Tout est bon. Mais non, man. Pour lui, c'est l'affaire la plus facile du monde, man, chier du texte, genre. C'est juste ça que ça fait. Exact. Fait que toi, c'est ta job de comme l'enligner puis de catcher. Mais ce qui va être tough, c'est que il y a des gens qui ont peut-être pas la compétence pour ça. On a la limite de nos compétences, de notre savoir. Fait que si tu demandes quelque chose qui est complètement de ta zone de confort. Exact. C'est difficile après ça de challenger. Mettons, je demande le quoi de marketing à ChatGPT, je sais pas comment le challenger. Je peux le challenger sur l'essence, l'idée de comme moi, non, c'est pas ça mon entreprise, d'affaires comme ça, mais comme, c'est-tu bon, qu'est-ce qu'il vient de me faire? Ouais. C'est pour ça que ça va nous partir sur autre chose, là, mais c'est la tragédie des juniors qu'on est en train de voir, parce que le 5 à 20% d'incertitude que tu vis dans le output, dans une science qui n'est pas la tienne, comme le marketing, ou comme moi, quand je fais de l'analyse financière, par exemple, ben moi, comment je fais pour closer ce gap d'incertitude-là? Je vais voir des experts. Yep. Je vais voir la fille au chiffre que si elle en a fait 500 business comme la mienne, ça la stresse pas. Là. Elle va me le dire, ouais, ça, Frank, ça marche pas comme dans ton flux de trésorerie, c'est pas même ça marche. Fait que si tu as le 80% de la job qu'un junior ferait de fait dans même avec un LLM, puis que pour le 5 à 20%, il te faut juste des experts, où est-ce que ça laisse nos juniors, genre? Ben, en fait, toutes les entreprises de services, avocats, comptables, nous, même affaire. Ouais. On a la même réflexion que si dans une game de billing présentement... de billing à l'heure ou de billing par mandat. Ça va changer. Il y a beaucoup, mettons, je disais un article récemment, un article scientifique, des gros cabinets d'avocats aux États-Unis sont beaucoup en train de repenser leurs valeurs. C'est beaucoup une game de billing. C'est débiller des gros taux, des 900 pièces de l'heure, des whatever là-dessus. Puis là, avant, c'était une armée de juniors qui fait l'exécution. Là, ils sont comme, OK, on peut rentrer plein, à la place des juniors, on peut rentrer plein d'IA peut-être qui vont réussir à le faire. Puis là, le client va-tu nous dire, ouais, mais je sais que tu n'as plus autant de staff. Là. Comment tu amènes ton client à comprendre que ce que tu offres, c'est de la valeur et non juste un taux? Fait que, il y a toutes ces réflexions-là. Puis pour moi, même au niveau des employés aussi, ça vaut-tu encore la peine de payer un employé à l'heure? S'il y a plein d'outils pour être capable de produire beaucoup de choses, que je le paye pour dire, ah ben gars, maintenant, tu vas faire 3 jours semaine, puis je te paye le même salaire.
Parce que tu arrives tellement à produire. Ou tu payes au résultat. C'est une autre affaire qu'on entend. Mais c'est tough. Il y a du changement. Là, il y a un changement de culture qu'il faut qu'il s'opère à travers ça. T'as raison, dude. Alright, folks, le Spotlight partenaire du mois, c'est Yak, une boîte de cybersécurité spécialisée en sécurité offensive, tests d'intrusion, scan de vulnérabilité, Red Team. Ils ont tout ce qu'il faut pour vous gentiment vous hacker. Que vous soyez rendu à obtenir une certification comme SOC 2 ou ISO 27001, à lever du financement ou juste à vouloir prévenir les cauchemars de sécurité, Yak peut vous aider à sécuriser votre app. Tu sais ce qu'on dit, quand ta sécurité est pas affectée, t'as 1000 petits problèmes en SaaS, mettons. Mais quand ta sécurité est affectée, t'en as juste un problème, puis il est pas petit. Fait que check out ma conversation avec Cindy Felt, où on jase de tout ça et de plus sur saspace.com/partenaire avec un S/yak, Y-A-C-K. saspace.com/partenaire avec un S/yak. Sinon, vous pouvez les checker, la boîte, leur service, la gang, directement sur yak.one. YACK.one, yak.one. OK? De retour au pod. Puis, pour ramener ça aux juniors, là, comment qu'on conseille ces juniors-là, man? Tu sais, comment qu'on les aide à, genre, soit être les pilotes, man, de feu de ces LLMs-là puis ces outils-là, ou aller chercher l'expertise qui va les placer dans ce 5 à 20%-là, que le monde va vouloir les seek out puis travailler avec eux. C'est tough, man. Ouais. Je sais plus à qui je discutais. Je pense que cette semaine, je discutais avec quelqu'un que il y a pas si longtemps, les gens qui craignaient pour leur job le plus, c'était tous les gens en usine pour l'automatisation, la robotisation. Les robots, ouais. Puis turns out, c'est compliqué de faire des robots. Genre, on s'attendait que ça allait se faire. On a comme rapidement pogné un pic, puis là, on a comme redescendu, puis là, ça a remonté. Puis là, présentement, c'est que là, ce sont tous les jobs d'information qu'on a fait. Hey, finalement, c'est plus facile d'automatiser l'information que des robots. Des bits et des mots, man. Exactement. Mais après ça, est-ce que la valeur, l'insight est toujours bon? On peut en discuter tout ça, mais on est en train d'assister probablement à l'automatisation de certaines tâches. Là, combien de temps ça va prendre? Qu'est-ce qui va changer? Tout ça, c'est encore incertain. Mais je pense que quelqu'un qui est à la croisée des chemins disait hey, j'aimerais-tu mieux un job à construction ou un job en information? C'est encore une bonne, très, très bonne question à avoir. Avec quelqu'un au secondaire, là, j'aurais dit genre, dude, man. L'espère va dans votre en informatique, ça va aller. Vos conditions, le futur. Exact, c'est ça, là. Fait que, tu sais, c'est une réflexion qui a encore beaucoup, beaucoup de sens. Maintenant, ceux qui sont déjà en place, je suis pas en train de dire allez tout dans la construction, là. C'est pas ça que je suis en train de dire non plus. Ou non plus, ne pas y aller non plus, mais plus comme je pense qu'il va falloir qu'on ait. Puis d'autres, moi y compris, c'est quoi ma valeur, qu'est-ce que je peux faire. Ouais. Là, j'ai l'avantage d'avoir de l'expérience sur le marché, chose qu'un junior n'a pas, mais présentement, tout ce qui est les stages et les juniors, je reçois des CV, là, ça n'a juste pas de sens, là, non-stop. Là. Puis ça doit être même partout sur le marché. Là. Parce que c'est le gars de Nexap qui me disait, je sais pas s'il veut que je dise ça, Joe de Nexap, ils ont reçu des milliers de CV l'année passée. J'en reçois des milliers. Ça fait pas des milliers, mais j'en reçois des centaines. Fucked up. De partout, là. Même de partout à travers le monde, point, là aussi. Là, comme, ma boîte courriel, là, je suis obligé. Avant, je leur répondais, là, maintenant, c'est sorry, tu peux pas, là, je peux pas continuer, mais à l'Université Laval, il y avait 400 étudiants en informatique pour 80 stages. Puis on est obligé de faire 2 stages obligatoires pour avoir leur diplôme. Ça va être tough. Ouais. Moi, je pense que ce que je dirais, c'est genre trouve ce que t'aimes là, foncièrement là, puis qui te fait triper plus que tout le reste et qui a une valeur sur le marché du travail, hopefully, là. Puis utilise l'AI pour apprendre plus là-dessus puis faire plus de ça puis comme crunch the fuck out of ces itérations-là puis genre out apprend puis out travaille les autres, man, en t'assistant de l'IA. Je dis ça, puis je me dis, un autre conseil que je donnerais, c'est genre, faut que tu ailles au moins les bases. Ouais. Si t'as pas les bonnes bases, tu vas construire sur des affaires shaky, genre. Parce que, tu sais, moi, mon système 1, mettons, d'écriture, là, il est bien développé. Là. Quand l'IA me splurte de quoi, genre un brouillon pour mon infolette, whatever, là, je suis comme, ça n'a pas de sens, ça se lit pas bien. Genre, je sais pas. Ouais. Puis là, je suis capable de le prompter et de dire une coupe d'affaires. Puis souvent, ça finit que je réécris tout à la main parce que je suis vraiment têteux. Mais genre, si j'avais pas eu les milliers de reps d'articles de blog, man, de posts de médias sociaux, de emails, man, de d'essais que je faisais, je l'aurais pas ça. Fait qu'il faut quand même, somehow, que tu crunches à travers des reps à quelque part. Fait, anyway, on trouvera peut-être pas la réponse sur le pod live, mais ça ouvre un beau débat ou une belle conversation, du moins. J'ai le goût qu'on se parle aussi des agents en AI
C'est all the rage, là. Il y a encore full hype là-dessus. Je pense que la première question que je pourrais te poser, c'est comment, grossièrement, tu définirais ça un agent AI? Ouais. Tu sais, ça fait déjà un bout qu'on voit les agents. Là. Tu sais, mettons, tu parles à un chat de ce monde, il peut pas faire d'action, il peut pas faire de quoi, il peut raisonner sur quelque chose. L'agent, c'est juste que tu vas pouvoir, en plus, faire des actions. Mettons, le function calling commence à être considéré dans la catégorie agent parce que là, tu peux dire, voici une fonction, mettons, un appel à un API, un appel à n'importe quoi, ou un calcul mathématique ou n'importe quoi. Puis tu vas donner des paramètres, puis je vais te demander de ces données-là d'extraire ce qu'il faut, puis de l'appeler, puis de pouvoir me retenir une réponse en JSON à partir de là. Fait que l'idée de ça, c'est de pouvoir commencer à transformer ton paradigme, ton LLM, en quelque chose qui peut prendre des actions, faire des choses et prendre des décisions aussi, ultimement, tu veux. Fait que c'est une façon, c'est de reproduire des fonctions de l'humain. L'humain est capable de prendre un texte, extraire l'information, en faire un résumé. Bon, ça avait déjà été fait, mais est-ce que ce résumé-là, maintenant, je peux dire, plutôt que faire un résumé, je sais pas, sortir c'est quoi la température dans un rapport météo, sortir 2-3 affaires, boum, 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 rentrer ça, puis L'envoyer à quelqu'un. L'envoyer à quelqu'un. Exact. Faire l'action de l'envoyer ou à partir d'un rapport météo, de dire, on est 2 degrés en dessous de qu'est-ce qu'il faut, je vais faire ça. Bon, est-ce qu'on pourrait le faire avec du software traditionnel? Probablement, là, tu sais, ça reste à déterminer tout ça. Mais l'idée est vraiment de dire des fonctions qui étaient difficiles à reproduire en software, je peux le faire. Là, la promesse qui commence beaucoup à apparaître, c'est de dire, puis que les gens disent que c'est probablement pour ça qu'il y a des SaaS, beaucoup de SaaS qui vont disparaître, c'est de dire, si on a ça à nos mains, on a-tu vraiment besoin d'une plateforme SaaS qui va être très compartimentée puis m'emmener dans le suivi? Fait que c'est un peu l'idée du no-code, low-code, parce que je peux intégrer tout ce que je veux, je peux faire tout ce que je veux, mais là, en plus, je peux faire des actions, puis je peux inférer, puis je peux tout ça. Fait que on est comme monté d'un autre niveau là-dedans. Fait que l'idée, c'est de pouvoir dire, OK, je vais avoir toute cette armée de robots-là qui pourraient automatiser les tâches dans mon entreprise, mais souvent, en tout cas, du moins, moi, quand ce que j'observe, c'est qu'il y en a des tâches qui sont faites, c'est comme, ouais, mais tu peux le faire avec un software traditionnel, tu peux le faire avec ci, tu peux le faire avec... Fait que tu as beaucoup d'alternatives. Fait que pour l'instant, j'ai pas vu tant des robots qui étaient SIOT. Ceux qui arrivent vraiment à sortir de la pleine valeur, c'est ceux qui sont tech-savvy. Fait que les monsieur, madame, tout le monde pense pas encore que je vais voir mon père commencer à faire des agents pour automatiser sa job. T'sais, on est loin de ça. Mais est-ce que des gens dans cette entreprise-là qui vont être capables de dire, moi, je vais prendre la technologie puis je vais automatiser des étapes de sa job? Peut-être. Mais puis après ça, c'est le modèle économique aussi. Là, ça va... Présentement, c'est pas cher parce qu'ils veulent aller chercher du marché. Ouais. Mais j'ai hâte de voir comment ça va se passer dans le futur. Là. Exact. Parce que... Ça va monter vite. Là. Ouais. Ça coûte cher, les LLM. Ça coûte cher. Es-tu capable, selon toi, d'expliquer la différence entre un Zapier puis les nouveaux qu'on voit aller, genre Gumloop, Lindy, puis l'autre, c'est quoi? C'est N8N? Zapier, c'est que la promesse de Zapier à la base, c'était de dire on va créer tous les API de. J'exagère, mais beaucoup des API de ce monde vont être à quelque part dans notre environnement. Puis tu vas pouvoir prendre un beau petit UI, connecter les entrants des paramètres de l'API, ton autre API que tu veux connecter, puis faire le flow de l'entre les deux. Exact. C'est de la proposition de valeur. Bon, facile à dire, plus compliqué à opérer. Pourquoi? Parce que tu as beaucoup d'API out there. Puis, ça fait en sorte que des fois, il y a des choses que peut-être pas envie ou la logique à capturer est vraiment complexe. Mettons, récemment, je voulais connecter notre QuickBook avec notre outil de gestion de projet Teamwork, puis dire que quand je crée un projet, je veux que tu me fasses un projet dans mon Teamwork puis un projet dans mon QuickBook. Pas d'intégration pour ça avec le HubSpot. Je l'ai parti de mon HubSpot puis l'envoyer à tout. Pourquoi? Parce que la logique de créer le projet est complexe. Il y a des paramètres à mettre, il y a beaucoup d'autres choses que si je veux le faire, il faut que je le code. Fait que là, t'es comme moi, c'est un peu plat. L'idée avec l'agent ou des trucs comme ça, c'est que là, tu pourrais dire, mon agent, je vais dire, voici l'API, voici la doc, voici la fonction, voici les paramètres. Arrange-toi pour que ça marche. C'est un peu l'idée derrière qu'on veut faire. Est-ce que ça va être possible? On verra bien. Est-ce que ça va toujours être bon? On verra bien. Amène ton mic un peu ici, comme ça. Mon mic est trop bas. Un petit peu vers... Ouais, un petit comme peu ça. plus haut. C'est bon. Je fasse plus de SMR. Right. Écoute, moi, j'ai pas encore assez testé. J'ai essayé N8N, puis je me suis fâché parce que je suis pas patient puis je suis pas assez technique. Mais il y a Lindy qui a des belles promesses. Il y a une couple de monde dans la communauté qui l'a utilisé. Là, fait que je vais essayer de faire du contenu avec ce monde-là. Puis juste comme voir où ce que ça m'amène. Mais je pense que la promesse est vraiment, vraiment intéressante. Reste à deliver. Ouais, exact. Mais en tout cas, Flo, là, le CEO de Lindy, là, j'ai vu une démo qu'il faisait, man. Puis sur le truc de Greg Eisenberg, là, Startup Ideas Podcast, puis j'étais comme, dude, ça n'a pas de sens. Là, lui, évidemment, qu'il baigne là-dedans, puis comme il comprend ça de A à Z, comment déployer ce système-là. Puis la quantité de choses qu'il automatisait, man, c'était
époustouflant. Puis dans l'indie, t'as comme une possibilité de toujours mettre un. Dis-moi si tu as besoin d'une approbation humaine à différentes étapes du workflow d'automatisation. Fait que mettre tes human in the loop. Fait que tu sais, ça enlève tout le stress de ça va-tu se mettre à générer des affaires fuckées. Tu sais, ça bouquait des billets d'avion, man. Ça faisait des follow-up automatiques avec des candidats. Des tâches ça raisait des funds, man. Des cases adjointe administrative, là. C'est épouvantable. C'est épouvantable comment ça peut bien fonctionner, là. Ouais. Fait que c'est probablement que pour une équipe SaaS qui ne veut pas trop grossir ou qui avait besoin d'une équipe d'admin quand même assez importante, des outils comme ça, on est probablement les meilleurs candidats pour faire disparaître ça. Maintenant, tout le reste du marché, des autres entreprises, peut-être moins. Ouais. Il y a du travail à faire pour ça. T'as-tu déjà entendu la théorie? Je pense pas que c'est avec toi que je parlais de ça au Stupid Founders, mais t'as-tu déjà entendu la théorie que 40%, roughly, des jobs dans notre économie, c'est ce qu'on appelle des bullshit jobs? Tu l'as déjà entendu? Ouais. Que genre, au final, il y a une tâche qui est à accomplir, là, puis les jobs qui ont été créés, puis les process qui ont été créés pour que la tâche soit accomplie ajoutent aucune valeur, mais donnent une job, man, puis un genre de l'argent, puis un salaire, puis une identité des fois même aux gens, parce qu'au moins ils ont une job, puis ils ont l'impression de faire de quoi de pertinent. On n'a pas encore pris le temps d'automatiser parce qu'on a un backlog de choses à faire, tu sais. Exact, comme dans les compagnies, basically. Mais c'est fucked up, puis j'ai vu un double take là-dessus que le gars sur le pod, il disait... Dans le fond, on a peut-être déjà le Universal Basic Income, puis c'est tous ces bullshit jobs-là. C'est un take intéressant. C'est un hot take, là. C'est un take intéressant. Anyway, c'est intéressant. Les founders SaaS avec lesquels tu travailles là ou avec lesquels tu as des discussions, ils vont vivre l'espèce de stress dont j'ai parlé plus tôt, qui est comme, hey man, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Je peux sûrement retirer de la valeur et en générer pour mes clients, mais ça bouge tellement vite que genre, est-ce que si je prends cet outil A-là, jour 1, dans 2 mois, 6 mois, il va y avoir un outil B qui est 10 fois mieux, puis moi, je vais avoir orienté toute ma stack genre via l'outil A, puis mon compétiteur qui arrive, lui, il va pogner l'outil B, puis genre me shifter. Je mets ça grossier, là, mais genre, comment tu fais pour conseiller ces personnes-là, man? C'est vraiment une bonne question, là. Tu sais, c'est comme n'importe quel choix technologique, là. Tu décides de faire ton application dans Stack A ou la Stack B. C'est sûr qu'il génère moins de langage de programmation que de technologie IA. Mais après ça, à un moment donné, c'est aussi des considérations de ton objectif, c'est-tu d'aller vite sur le marché? Ouais. Ton objectif, c'est-tu d'avoir toujours la meilleure techno? De faire, fait que pour moi, c'est plus de le ramener à des décisions d'affaires de comme c'est quoi la direction qu'on veut prendre. Oui, tu peux décider de toujours suivre chacun des prochains shiny objets qui apparaissent en arrière de l'autre. Ça se peut que ça va fonctionner, comme ça se peut que ça marche pas. Comme l'autre personne qui peut attendre toujours à la dernière minute, ça se peut que finalement son compétiteur va tellement le capturer vite qu'il n'arrivera pas à rentrer finalement pour aller chercher qu'est-ce qu'il veut. Ouais. Fait que c'est vraiment tough, puis on n'a pas de shiny ball là, qu'on peut essayer de voir dans le futur puis essayer de le faire. À même titre qu'on a fait des choix technologiques, on a pris tel CRM, puis finalement on est comme ouais, c'est de la merde. Hein? C'est beau le petit logo orange, mais c'est pas ce que j'ai besoin finalement à plus longtemps. Fait que ça reste quand même difficile. Maintenant, les gens souvent vont dire ah, t'as-tu quelque chose? Ouais, ben c'est parce qu'il y a de quoi de différent, par exemple, que j'ai comme oublié de mettre dans ma prémisse avec les outils d'IA, c'est que mettons que tu prends un outil d'automatisation là, avec des AI agents, ben l'évolution des modèles en dessous, en théorie, est supposée continuer. Ouais, puis toi, ça devrait être agnostique pour toi à ce niveau-là. Idéalement, exact. Exactement. Ouais, si on fait une job swapper des modèles. Exact. Si tu n'arrives pas à swapper tes modèles. Là, tu es plus locked in. Exactement. Ouais. Fait que, tu sais, la performance des LLM, tu sais, mettons, souvent, tu vas partir, tu sais, on a plein de solutions qu'on a faites. On a pris, je sais pas, GPT 3.5, 4, whatever. On a monté à stack autour de ça. On a tout fait les choix. Boum, il y a un autre nouveau modèle qui apparaît. Tu sais, tu vas dire, ah oui, je vais-tu swapper tout de suite? Ouais, mais tu sais, la performance est déjà bonne avec ce que tu as. À quel point ça vaut la peine d'aller chercher l'autre? Parce que ça vaut pas. Fait que souvent, tu vas vouloir avoir aussi un cadre qui va te permettre d'évaluer la performance de ton système. Tu sais, de genre, j'y pose, je sais pas, j'ai 100 questions que j'y pose, je m'attendrais à tel type de réponse, tel type de produit recommandé, tel type d'affaires de whatever, qu'est-ce que je fais? Parfait, j'ai construit ça. C'est ça qui est important à construire, en fait, aussi. Là. Ouais. J'ai ça, j'ai un nouveau LM, je regarde la performance. Ah, il est meilleur. Bon, je swap. Clac.
Fait que c'est probablement moins rigide que ce que j'ai dans la tête, tu sais. L'espèce de stress dont je parlais dans le début de ma question, il est peut-être moins pire que ce que je Tu m'imagine. bases sur une grosse techno, mettons, SAS ou un tel framework, mettons, pour faire ton RAG qui est LangChain ou telle affaire ou telle chose. Là, ça se peut que tu aies plus lock-in ou tu as du travail à refaire. Mais changer un LLM pour changer un LLM, c'est pas si compliqué que ça. Parce que c'est ça, moi, j'ai le précédent, mon biais, c'est aussi de penser à genre les stacks un peu plus classiques de genre, OK, t'es en C-Sharp là, dans ton back-end. Ouais. Genre, man, si ça fait 5 ans que tu roules dans ton C-Sharp, dans ton back-end, tu peux pas juste genre swapper le back-end. Exact. Genre, aussi facile que ça, t'es locked in, ça influence ton embauche, ça influence genre ta dette technique, etc. Là. Exact. Est-ce qu'à un moment donné, on va voir apparaître peut-être des compétences plus spécifiques sur certains LLM, sur certains paradigmes? Peut-être. Mais tu sais, c'est relativement agnostique. Tu vas avoir des performances un petit peu différentes entre Claude, mettons, puis entre quel autre modèle, mais tu es capable de te débrouiller avec à peu près. Ce qui est cool. C'est assez standardisé. Là. Ouais. Leur API aussi, là, je veux dire. Là, la plupart, tu prends en Python, c'est à peu près toute l'API d'OpenAI. Tu fais juste changer ton URL puis ta clé. Ce qui est cool aussi, c'est que les tools qui build par le des LLMs de même, puis mettons, l'Indy, je voyais ça, que genre, tu sais, grosso modo, là, soit tu laisses le tool décider ou tu peux décider toi-même que pour tel type de tâche, je vais prendre tel petit modèle ou tel modèle peu coûteux, mettons, parce que genre, man, il fait juste corriger un email. Là. Ça n'a pas besoin d'être 3O qui vient de sortir, mettons, le modèle en arrière. Fait que ça, je trouve ça intéressant, puis ça revient un peu genre, si on parallélise avec les stagiaires, là, c'est comme... Traduire l'email, ça peut être genre Johnny Boy qui vient de rentrer, là, genre il est correct, là, genre. Mais tu sais, s'il faut genre faire un suivi avec 3 tierces parties différentes puis booker un hôtel, peut-être que tu vas le donner à genre Simon, je sais pas quoi, j'invente des noms. Mais alright, man, ben, j'ai comme parlé des coûts un peu à travers ce que je viens de barouetter là. T'as-tu l'impression, mettons, que la structure de coût d'utiliser des LLM est en train de changer, évolue? Parle-moi de ça un peu. Ouais. Présentement, il y a 2 modèles de pricing. Là. Je veux avoir la réponse dans l'immédiat. Donc, tu payes le plus cher, puis tu es en batch process parce qu'on va te le processer dans les 24 prochaines heures. Ouais. Grosso modo, c'est ça l'idée. Il y a beaucoup de cas, tantôt justement on en parlait de comme les gens ont souvent le réflexe d'aller vers un chatbot, de mettre ça dans leur SaaS, c'est le modèle le plus cher que ça va te coûter. Après ça, tu te dis, mais non, mais je veux faire un résumé de ça, je peux y envoyer dans les 24 prochaines heures, prendre le batch process, c'est 50% moins cher. Ça paraît quand même. Présentement, les gros joueurs sont très en train de se faire une compétition sur les prix. Puis là, les gens ces joueurs-là vont vouloir établir un marché, puis après ça, probablement commencer à augmenter les prix. Parce que DeepSeek, c'est impossible qu'ils font de l'argent là, avec qu'est-ce qu'ils chargent. Puis OpenAI, c'est sûr qu'ils brûlent de l'argent aussi. Fait que ça va venir, ça va augmenter. Mais je pense que tu l'as bien dit que des fois, on a 10 choix de modèles, les mini, les whatever que tu vas pouvoir prendre. Teste donc le mini aussi à quelque part dans le processus. Commence par le meilleur, check c'est quoi la performance. T'es comme, hey, j'étais à 70% de performance avec le meilleur modèle, ça va être tough. Tu arrives à atteindre 95%, je suis capable de descendre mon modèle pour sauver mon coût puis le rendre économiquement plus viable. Faut jouer avec ce genre de choses-là aussi. Là. Mais de façon générale, dans ce que tu as vu, le genre de coût par jeton ou token, millions de jetons habituellement, ça a-tu augmenté ou diminué dans les dernières années? Les modèles de reasoning ont significativement augmenté. Là. Explique c'est quoi un modèle de reasoning? Reasoning, c'est... quand tu un LLM, c'est juste de prédire le prochain mot le plus probable. Fait que si tu poses une question, il va juste dire un prochain mot. Avec le reasoning, ce que tu veux faire, c'est que tu vas dire, je vais te laisser un moment de faire un raisonnement, puis après ça, je vais expliquer les différentes stratégies qu'on a. Fait que finalement, ce que tu demandes, c'est ça paraît pas dans le visuel de la ChatGPT, mettons, mais tu vas lui demander de générer un jeton qui va s'appeler Reasoning. Puis là, après ça, à partir de là, il va avoir un petit peu plus de temps pour réfléchir avant de créer sa réponse finale. Souvent, après ça, on va reprendre ce reasoning-là, on va leur donner au LLM, on va dire, là, donne ta réponse, ou à un plus petit LLM, on va lui donner ça, puis on va dire, mettons, GP3 mini, maintenant, voici un gros modèle de reasoning qui te dit, voici comment je vais raisonner la tâche, voici whatever les trucs importants. Toi, le plus petit, prends-le et là, donne ta réponse. Fait que c'est un peu jouer avec ces contextes-là. Un haut de mémoire, il y a quelque chose comme 150 fois plus cher que le modèle en bas. O1? Ouais. Okay. Oui, ça, je veux dire O1, merci. Fait que ça paraît quand même, là, on est au 15 mais de mémoire, c'est 15 du million de jetons. Là, fait que, alors que l'autre est plus autour d'en bas d'une pièce. Là, fait que, ça paraît quand même pas mal en input et output quand tu génères ton texte. Fait que c'est un pensez-y bien. Fait que si ta tâche est très complexe, ça va donner une meilleure performance, mais aussi ça va te coûter beaucoup plus cher. Okay. Après ça, c'est du serverless. Fait que ça, c'est vraiment, tu payes quelqu'un pour pouvoir utiliser son modèle.
Bien sûr, tu pourrais décider de le hoster toi-même, prendre des modèles open source, etc. Lama. Lama, Olama. Olama, avec Olama, effectivement, Ouais. qui te permet de déployer un serveur pour ça. T'en as vraiment beaucoup des modèles, sauf qu'il y a une complexité à faire ça. Tu fais une preuve de concept, je te recommande pas d'aller jouer là-dedans. Prends les modèles open source, ajoutez les modèles avec un API serverless. D'un coup, vous avez ça, puis vous avez commencé à voir la performance, à quel point les gens l'utilisent. Là, il y a un flip à un moment donné que tu veux commencer à déployer ton infra. Parce que ça coûte 1000$ par mois d'avoir ça. Puis après ça, il faut que tu mettes de l'expertise pour le déployer, le maintenir, t'assurer que tu fais les changements. C'est un coût un peu plus important. Là. Puis même, ça peut aller beaucoup plus vite que 1000$ par mois. Là, fait que faut que tu t'en penses, c'est bien. Là. Pour une preuve de concept, c'est cher. Pour pas grand-chose. OK. Puis, entraîner des modèles, Ouais. ça, c'est-tu quelque chose qui coûte de plus en plus cher, de moins en moins cher? Comment ce bout-là fonctionne? C'est un petit peu obscur pour moi. Bon. Comment qu'on entraîne ces modèles-là? Je vais donner un exemple, mettons, avec l'AMA, un que je connais bien, là, parce que l'AMA 3, c'est un petit peu plus que 8 milliards de paramètres. Là. Mettons, tu as le 8, non, c'est pas vrai, tu as le 7, puis un 401, une affaire de même. Les paramètres ici, ça veut dire quoi? Bon, c'est une grosse. Comment que ça calcule ces éléments-là? C'est que tu prends le mot en entrée, on va le tokeniser, on va lui dire, ben, ça là, c'est le jeton 1, 2, 3, 4, 5, ça va être un dictionnaire, grosso modo. Donc, le jeton 4, c'est, je sais pas, patate, boum, voici le vecteur pour ça. Tu prends ça, ta phrase, tu la tokenises de même, tu prends tous ces chiffres-là, puis tu rentres ça dans une grosse matrice. Fait qu'un gros fichier Excel, grosso modo, avec plein de chiffres, puis on en a pour des milliards et des milliards de chiffres comme ça. Puis là, tu fais plein de multiplications mathématiques. C'est ça qui est long à faire. Ouais. Pourquoi les GPU sont vraiment bons pour faire ça? Ben, c'est qu'ils ont été construits pour faire la représentation d'images des jeux vidéo, par exemple, où est-ce que tu as beaucoup de ces calculs-là à faire pour faire afficher des choses. OK. Fait que, naturellement, ben, c'est très bon pour du calcul matriciel qu'on appelle, donc des matrices, un fichier Excel, que tu es capable de faire ce calcul-là. Bon, les modèles, quand on parle de 8B, 12B, whatever, ben, c'est le nombre de chiffres comme ça qui sont. C'est ces gros calculs-là à faire. Si tu voudrais entraîner un modèle, tu as deux choix. Je prends cette grosse matrice-là, puis chacun des chiffres, j'y passe du texte, je fais une tâche à la fin, puis je vais tout modifier ces chiffres-là pour pouvoir pour améliorer la performance à la fin. Puis comment tu fais ça? On appelle ça une fonction de perte. Donc, par exemple, tu as du chiffre, tu as une phrase, tu enlèves des mots, tu dis, trouve-moi les bons mots qui vont à cette place-là. Le chat boit du, peut-être tu vas dire lait, eau, whatever. Puis toi, à la fin, tu vas regarder ce qu'on appelle la perplexité, qui est une fonction de perte. Là, je rentre dans des trucs très techniques, là, je te le dis tout de suite. Là. Puis la perplexité, finalement, c'est à quel point le modèle était, on va faire un jeu de mots un peu, mais comme perplexe sur le mot qu'il pensait dire. Donc, il a dit un mot, à quel point il était confiant sur c'était ça le bon mot. Plus que le chiffre est bon, moins que tu vas modifier tes poids parce que il y avait la bonne réponse. Là, je t'ai dit le chat boit du lait, vraiment que sa perplexité est très, très bonne. Donc, pouf, tu fais pas beaucoup de modifications de tes poids. Les poids? Les poids, excuse-moi, les weights. Ouais, ça c'est. J'ai juste pris le terme francophone, excuse-moi. Non, c'est la grosse matrice. OK, c'est bon. La grosse matrice. C'est bon. Fait que dans les billions, milliards de paramètres, change tout ça. Il y a des poids là-dedans? Ben, les paramètres, c'est ça. Excuse-moi. Les paramètres, c'est des poids? C'est des poids. C'est ouais. bon. Excuse-moi, j'ai fait un flip de langage, mais tes paramètres, ce sont tes poids de modèle. Parfait, merci. C'est ta grosse matrice. OK. Fait que tu prends ça, puis là, tu changes tes chiffres de main. Faire changement sur 8 milliards de chiffres, c'est très, très long. OK. Ça coûte cher, je parle d'un point de vue informatique de le faire. Donc là, on a fait, c'est trop compliqué. Quand on entraîne un nouveau modèle, ça a du sens, mais des fois, je ne veux pas toutes les changer parce que mes représentations des mots sont bonnes, mes affaires sont bonnes, puis il y a peut-être juste des petites places que je vais faire des petits changements juste pour dire, au lieu qu'il me dit le chat boit du lait, il me dit le chat boit de l'eau, mettons. C'est pas très loin, je veux pas faire des gros changements comme ça, ou je veux qu'à la fin, plutôt, au lieu de me dire prédire des mots, il me retourne, je sais pas, des classes. Patate, pomme, chien, whatever, tout ça. Fait que là, il y a quelqu'un qui est arrivé avec une bonne idée. Il a dit, en fait, on va cibler certains poids dans l'architecture. Ouais. Puis là, on va dire, c'est juste ces poids-là qu'on va modifier. Puis on va racheter une autre matrice par-dessus plus petite. On va tout multiplier ça ensemble. Puis on va donner le résultat à la fin. OK. Ça s'appelle QLOWER. Finalement, l'algorithme. LoRa pour Low Optical Ranking, du reste, là, quelque chose comme ça de mémoire. Okay. Là. Puis le Q, c'est juste que c'est une autre affaire technique que j'exprime, mais la longueur du nombre de décimales que tu veux garder à la fin du chiffre. Okay. Donc, au lieu de se rendre jusqu'à un certain nombre de décimales, un float de 32, pour ceux qui connaissent bien l'informatique, ben là, tu vas faire un 4 bits. Fait que tu vas garder, mettons, 6 chiffres après la virgule au lieu d'en garder, mettons, 200. Parce qu'on s'entend-tu que le 12e chiffre après la virgule, tu t'en colles ça un peu probablement. Dans ce cas-ci. Dans ce cas-ci. Donc, on coupe de main. Et là, au lieu d'avoir 8 milliards de paramètres à optimiser, tu en as peut-être 1 million, 2 millions. Fait que là, au lieu de prendre une itération qui va prendre peut-être 15 minutes à faire, on va peut-être te prendre 1 minute.
Fais ça des centaines et centaines de fois. Tu viens de passer d'un entraînement qui va durer 1 an à peut-être une journée, 1 mois, quelque chose comme ça. Puis est-ce que ces 2 types d'entraînement-là ont un nom différent? Ou? Ouais, ça, c'est du continuous learning. Mhm. Ça, c'est juste de l'entraînement tout court. On fait ça du causal, le terme technique. OK. All right. Puis ces coûts-là, de façon générale, ont baissé ou pas? De une ou l'autre? Avec Q, là, ouais, ils ont significativement baissé. Significativement. Vraiment, vraiment. Mettons, moi, j'ai un ordinateur pour faire ça, là, 50 000 $, je peux entraîner des modèles de même. L'autre, ça me prend un supercluster qui coûte 500 000, 1 million. Là, OK, c'est bon. Grosse explication pour dire oui. Oui, ça a baissé. Oui, ça a baissé. Non, mais c'est crissement intéressant, dude. J'entendais weights and biases, j'entendais paramètres partout, puis j'avais jamais même fait le lien que les paramètres, c'était comme des poids. Exact. Ben, il y a une différence. Les paramètres, c'est que paramètres, c'est les weights et les bias. Weights and biases. Parce que tu as le weight, puis tu as le biais aussi qui se rajoute. Bref. C'est que tu multiplies et tu rajoutes un biais. Fait que tu fais, mettons, le chiffre que tu as. Le biais, ça te rapport avec la perplexité, ça? Non. Non. La perplexité, c'est ta fonction de perte à la fin. OK. C'est comment tu sais si tu as fait quelque chose de bon puis tu peux améliorer tes poids. À quelle intensité tu dois améliorer tes poids. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça perplexity, le tool, dans le fond? C'est sûrement un jeu de C'est mots une avec ça. bonne question pourquoi ils l'ont appelé comme ça. C'est une métrique très connue, fait que c'est très possible que ce soit ça. Puis, comment on devrait réfléchir à la taille des milliards de paramètres? Tu sais, sais-tu, plus il y a des milliards de paramètres, plus l'outil est capable de raisonner loin et de faire des trucs sophistiqués, ou plus il va vite, ou comment on devrait réfléchir à ça? Il va définitivement pas plus vite. OK. Il est plus long à processer. OK. Ce que actuellement les tendances démontrent, c'est que plus qu'ils sont gros, plus on commence à faire des modèles de reasoning avec vraiment intéressants. DeepSeek, c'est un bon exemple. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un giga modèle. Ils ont dit, toi, on va t'entraîner d'une certaine manière, on ne parlera pas de l'algorithme, mais bref, on t'entraîne d'une certaine manière à être capable de respecter le processus ou la structure pour faire du raisonnement. Donc, je veux que tu structures ton information d'une certaine manière, puis je veux que tu sois vraiment bon à faire ça. Mais tu ne seras plus capable de super bien écrire des phrases, mais c'est pas grave. Je veux juste que tu respectes ces instructions-là. Je veux que tu respectes mes instructions le plus possible. Là, on l'a pris, on l'a fait. Tu es super bon pour faire ça. Maintenant, on va prendre un plus petit modèle. Puis là, on veut que tu apprennes, toi, très rapidement à faire du reasoning, mais aussi bien à rester être capable de faire l'écriture dans le sens du monde. Donc là, lui, ça va peut-être juste faire 32 B de paramètres au lieu de 400 ou 700 ou whatever le chiffre. Fait qu'on est capable de quantization, souvent qu'on va appeler avec ça, de prendre un gros modèle, de faire du teacher, puis d'être capable d'apprendre ça à un plus petit modèle. Okay. C'est là vraiment que ça devient super intéressant. Parce que tu es capable d'avoir de la bonne performance en termes de rapidité d'exécution, mais aussi en termes des métriques que tu mesures. Fait que par exemple, mettons, des fois, tu peux prendre un 8B, un 14B, puis avoir de la performance qui est à peu près similaire à un modèle de GPT 4.5 qui était genre estimé à 200 milliards de paramètres. OK. Fait qu'en termes de coût d'inférence, tu peux le rentrer presque sur un CPU. Tu peux le rentrer dans une barrette mémoire. Genre. Puis l'inférence, c'est le temps et le coût que ça... C'est le temps et l'énergie que ça prend au modèle pour générer une réponse à partir de la donnée. Genre? Exactement. Un peu? OK. Exactement. Super. Vendredi PM, man, c'est beaucoup de stock pour ma petite tête de linotte. All right. Fait que les LLMs jouent un gros rôle dans l'IA. Évidemment, on le voit aller, on en parle depuis tantôt. Est-ce que tu les vois devenir un petit peu comme un point de rassemblement ou un chef d'orchestre pour les autres types d'intelligence artificielle? Puis donne-moi quelques exemples des autres types dont on avait déjà parlé. Là. Ouais, tu sais, je te disais que l'IA générative a un petit avantage, c'est d'extraire de la donnée pour pouvoir faire d'autres choses, souvent. Fait que par exemple, je sais pas, tu pourrais avoir un système déjà en place qui est l'idée d'une droite dans un plan. Là, tu fais des points, puis tu mesures la droite. Tu en as fait ça en maths là, au secondaire. Tu fais plein de points, puis tu traces une ligne, là, celle qui passe au centre de tous les points. C'est une droite de régression, finalement. Ça, c'est des algorithmes prédictifs qui vont permettre de dire, selon la tendance que j'observe avec des variables comme, je sais pas, mon âge, mon genre, mon poids, voici quelque chose que je prédis. Mettons, Actuariat Assurance, c'est beaucoup ce genre de truc. C'est un excellent exemple, effectivement. Merci. Tu prends les caractéristiques des gens, puis tu essaies de prédire une prime. À quel point tu vas nous coûter de l'argent quand tu vas smasher ton char? T'sais, grosso modo, c'est ça l'idée. Moi, ça reste en estime ma ligne. Ta ligne est forte. Fait que, par contre, mettons, c'est un très bon exemple que tu as pris. C'est un très bon exemple. Parce que, mettons, là, tu dis, OK, je vais ramener un petit peu de technique, mais de l'assurance, l'actuariat a
du gros processus, c'est de calculer des réserves, grosso modo. Combien d'argent qu'on doit mettre de côté dans notre petit coffre pour faire en sorte que si j'ai pour respecter mes obligations financières futures qui s'en viennent. Des réclamations, maintenant. Exactement. Donc, tu pars, la personne elle va te donner une prime, mettons, je sais pas, 100$ par mois, ben, il y a 10$ qu'on met de côté dans un petit coffre. Puis c'est des obligations, il y a des normes, il y a plein d'affaires autour de ça. Pour être certain que si tu as un accident ou que quelqu'un d'autre a un accident, je peux payer, puis je peux respecter mon obligation financière. All right. Un des enjeux qu'il y avait beaucoup, c'est que si j'ai un claim, j'ai une réclamation qui arrive, je veux rapidement savoir, ça va-tu me coûter 10 000, 100 000, 1 million? Je veux savoir à quel point ça va me coûter cher pour tout de suite allouer mon capital puis être capable de tout de suite être capable de me structurer comme il faut. De peut-être dire, hey, shit, ce client-là, ça va être une prime de 1 million, je veux dire, une réclamation d'1 million. Je vais commencer à aller chercher plus d'argent parce que j'aurais peut-être pas assez d'argent pour réussir à le payer tout de suite. Donc, gérer mon risque financier finalement. Ouais. C'est une grosse partie du travail en actuariat qu'on fait. Sauf que prendre une note de sinistre, par exemple, un rapport de police, puis rentrer ça dans un modèle de régression, dans un plan, par exemple, pour essayer de prédire combien que ça va me coûter, ça marche pas. Ça ne fit pas. Je ne peux pas rentrer des nombres, je veux dire des mots dans ça. Je comprends. Mais je pourrais prendre un LM, prendre ce texte-là, lui donner un score, je sais pas, 15 ou whatever, tout ça, rentrer ça dans mon modèle que j'avais avant déjà qui fonctionnait bien, puis là, améliorer la performance de la manière que je construis ma réserve. Oui, ça joue ce rôle d'humain-là, humain-ish. Exactement. Là. Ouais. Okay. Exactement. Fait qu'il va pas venir un orchestrateur que je pense plutôt qui va empower beaucoup de modèles traditionnels qui autrefois n'étaient pas capables de capturer pleinement l'information, que là, on peut lui donner cette information-là pour aller plus loin. Puis qu'est-ce qui se passe? J'ai quasiment le goût de faire une démo live, man, parce que je suis un peu... T'as-tu le goût que je fasse de quoi? Ok, je vais faire de quoi, man. Je sais pas si ça va marcher, on le coupera au montage, ok? C'est bon. Fait que là, dans le fond, j'ouvre ChatGPT, puis salut, mon chat, là, c'est le Voice Assistant. Puis là, je vais ouvrir la vision, mettons, de caméra, mettons. Mm-hmm. Puis là, je vais te regarder. Tu me regardes comme un deer in the headlights. OK, Chad, dis-moi donc, c'est quoi que tu vois, mettons, en ce moment? Je vois une table en bois, un micro devant toi et un fond noir. Tu veux vérifier quelque chose en particulier? Dude, il y a une personne. Il y a une personne en face de moi, man. Tu la vois pas? Je vois personne d'autre que toi. Si quelqu'un est là, il doit être bon. Dude! Check ça à la cam, on le voyait bien, là. Ah, ben là, je tournais à la cam. Ouais. Mon Dieu Seigneur. OK, man. Tu sois plus proche? Hey, gros, man, je pense que t'es-tu... C'est vrai? Cette simulation, man. C'est la matrice, gros. Je suis-tu le... Hey, c'était unreal. Super... Je savais que j'aurais pas dû faire ça, man. Hey, ça va me prendre des semaines de m'en remettre. C'est-tu parce que... Puis là, le téléphone là, du technicien se met à sonner. Tout est en train de crumble. Tout est crumble, la matrice. Hey, c'est pourquoi il y a des chiffres? Mais ils doivent être tellement déstabilisés. Peut-être qu'ils ont genre des trucs qu'ils peuvent pas genre scanner d'autres humains ou voir... L'avais-tu déjà essayé avant? Ben, je l'avais essayé, mais genre en marchant au lac, puis j'étais comme genre, qu'est-ce que tu vois en ce moment? Ou genre, j'étais avec mon barbecue, comment ça marche? Genre, tu sais, ils comprenaient tout, là. Genre, ils me disaient tout ce qui se passait. Puis là, ma question pour toi, c'était juste, est-ce que c'est autre chose qu'un LLM qui est en train de voir les choses, mais c'est le LLM qui explique ce qu'il voit? C'est quoi le lien entre ce qu'il voit et ce qu'il me dit? C'est ça ma question. Ouais, ben ça, c'est les VLLM, là, les je vais l'avoir. Vision, c'est ça, merci. Je cherchais le mot, j'avais vidéo, mais c'était bon. Vision, LLM, finalement, c'est que tu as pris le même paradigme, mais tu rajoutes la fonction de pouvoir voir. OK. Fait que tu rajoutes un autre input. Parce que mais ces inputs-là, ça marche avec le Optical Character Recognition. Ça, c'est un cas d'application de la vision par ordinateur. OK, c'est pas... OK. Exactement. Tu sais, la vision par ordinateur, t'as donné... En fait, la vision par ordinateur, ça fait plus longtemps qu'on atteint la maturité. Pourquoi? Parce que c'est déjà des pixels, c'est déjà des nombres. T'sais, en fait, toi, c'est juste une couleur de pixels. Ouais, OK. Donc, le rouge, le bleu, le vert. Puis, finalement, ce mélange-là de pixels fait en sorte que tu es capable de donner ça en input à un modèle qui va être capable de faire de quoi. Fait que ça fait déjà beaucoup plus longtemps qu'on est capable de faire la reconnaissance de caractères. C'est une application de la vision par ordinateur, plein de choses. Fait que là, ce que tu peux faire, c'est que là, tu fais du multimodal. J'ai du texte, la voix, whatever, parce que c'est ultimement du texte, et une image, qui sont des pixels. Je mets tout ça ensemble. Fais-moi quelque chose avec ça. Fait que lui, dans le fond, le modèle, quand il opère en mode vision, lui, il a été entraîné sur une chier d'images et de vidéos. Ouais. Puis il y a des algos et des humains qui ont dit quand tu vois telle affaire, c'est telle affaire. Quand tu vois telle affaire, c'est telle affaire. Fait que c'est ça qui fait qu'il comprend, entre guillemets, ce qu'il voit. Exact. Et ensuite, il me l'a dit avec son voice LLM ou je sais pas quoi. Hey, d'autres, je suis encore complètement buzzé parce qu'il vient de se passer, man. T'es sûr que j'existe? Hey, man, ça se peut pas, man. Voyons donc. Mais c'est possible, peut-être qu'ils l'ont bloqué pour face aux personnes, peut-être.
On le laissera offline aussi. Là. Peut-être. On va le faire sur Johnny, voir. On va voir. Johnny existe-tu, man? Qu'est-ce qui se passe? C'est un rêve. C'est un rêve. T'es encore dans Snipcard. T'as pas vendu pour vrai. It's all fake, man. Ça se passe, ça existe pas, là. Tu te réveilles demain, gros, tu vas écrire un blog post. Mais t'as même pas été CEO, là. T'es juste en train de... T'es juste un stagiaire, man. C'est pas... Oh man, va falloir que je réussisse à poser des questions sérieuses après ça, tabarnak. Je suis content de la joke, là. Oh, wow. Ah ouais, ça en est une bonne, tu peux peut-être le droit d'être fier. Alright. Pour ceux qui n'auraient pas écouté justement la capsule là, de passer d'une preuve de concept à un système en production, je vais te shooter un exemple, puis tu vas me donner des trucs et astuces sur comment ajouter de la rigueur et de la confiance dans ta fonction IA qui vit dans ton SaaS, par exemple. Fait que, mettons que je me suis noté de quoi là, qui fait du sens. Je suis un SaaS SIRH. Je veux implémenter une fonction d'IA qui est propulsée qui est disponible dans un chatbot où est-ce que je peux demander, l'utilisateur peut demander à mon système: hey man, sors-moi donc les scores de satisfaction, d'expérience employée des dernières années juste pour les cadres ou juste pour les stagiaires, puis génère-moi un rapport. Right? Là, il y a différentes manières de faire une preuve de concept de ce qu'on vient de dire là. Mais après ça, si tu déploies ça à genre, mettons Workleap, là, ils ont je sais plus combien, puis tu leur as parlé, c'est ça? Très bon exemple, ouais. Bon, fait que tu déploies ça à des centaines de milliers d'utilisateurs, des grosses compagnies qui te payent des gros dollars. Fait que tu peux pas juste fuck up, là. Fait que si ça hallucine, faut que tu saches c'est quoi que le modèle répond, s'il réussit à accomplir la tâche, puis tout. Pars-moi du genre de stack que tu vas utiliser vite fait, mettons, pour une preuve de concept, puis des genres d'outils ou de bonnes pratiques que tu vas voir quand tu es vraiment rendu à le shipper en production, mettons. Ouais, ben tu sais, les outils souvent qu'on va voir, c'est des LangChain, c'est une librairie en Python qui te permet de faire un RAG, qui est ton Retrieve Augmented Generation. Ce que tu vas être capable de faire, c'est que si tu prends ton LLM, tu fais juste dire « Hey, voici des questions, réponds », ben, ça serait le fun qui répond avec les données d'entreprise. Puis pour ça, tu as besoin d'y ajouter du contexte, besoin d'y ajouter, etc. Fait que c'est là que l'architecture a commencé à apparaître, de pouvoir dire, ben, je veux contrôler son comportement, fait que je vais avoir une system prompt qui va se rajouter finalement en plus de la prompt de la requête de l'utilisateur. Je vais le connecter à des données, puis je vais lui donner les données, le vector store, par exemple, la base de données vectorielle, que je vais aller chercher les documents qui sont pertinents, puis je vais lui demander de choisir à travers ça, puis de faire une belle réponse à mon utilisateur. C'est bon. Ça, il y a des tools qui t'aident à faire ça vite. Qui t'aident à faire ça plus vite. Genre LangChain, c'est un très bon exemple pour pouvoir faire ça. L'enjeu avec cette librairie-là, c'est qu'elle a beaucoup d'abstraction, puis elle a beaucoup de choses qu'elle va te cacher, qui va faire en sorte que si tu veux développer une compétence dans ton organisation à développer des outils comme ça, tu le feras pas. Tu vas juste plutôt prendre un outil tel quel, tu vas fermer les yeux, tu vas cliquer sur une bouton. Fait que quand il est temps de le mettre en prod, ben, des fois, ça finit un peu short, finalement, ces outils-là. Tu as Assistant GPT qui fait aussi la même chose, etc. Fait que c'est très bon pour jouer, explorer, faire des petits cas simples. Mettons, voici des questions, mettons, sur, je sais pas, RH, sur comment je devrais me déconnecter ou me connecter à partir de tel outil, etc. Fait que ça marche bien. Des facts, ça marche super bien, mais des trucs plus complexes où est-ce que tu vas aller peut-être faire des requêtes dans une BD pour sortir des rapports. Là, c'est plus compliqué pour ce genre d'outil-là à réussir à le faire fonctionner. Fait que là, on va vouloir peut-être réimplémenter certains éléments. Puis en bout de ligne, ce qu'on fait, c'est que dans ce genre de cas-là, on étant l'entreprise qui va le faire, là, c'est que tu réimplémentes une partie du code de LangChain, c'est juste que tu contrôles mieux ton abstraction puis tu la comprends. C'est ça qui est super important. Donc là, d'un coup que tu as ça, tu fais ta première POC, tu n'es pas connecté à ces données, tu as peut-être un CSV des données clients, tu as une coupe de PDF, tu joues un petit peu avec ça. Là, maintenant, c'est de dire, ben là, j'ai besoin d'accéder à ces données-là en temps réel, puis de gérer tout ça. Ben, c'est là que c'est de la complexité software qui embarque en ligne de compte. Écrire du code. Exactement. Tu sais, Workleap, ce qu'il m'avait beaucoup dit, JR, c'est que comme c'est réinventer les permissions. Comment bien gérer les permissions. Parce que là, tu donnes dans les mains à quelqu'un un outil qui pourrait dire, ben, je sais pas, une conseillère RH, mais j'ai pas accès à tel type d'information, puis que la permission a mal été gérée, puis là, soudainement, j'ai accès à ça, puis là, je fais une requête, pouf, je tombe sur le dossier, mais je suis pas supposé avoir accès à ça. Pas super le fun pour ta relation client, mettons. Fait que c'est une autre partie qui est vraiment, vraiment complexe de s'assurer que les permissions sont bonnes. Donc, il va y avoir une grosse complexité à gérer là, comment pipeler la donnée comme il faut pour la rentrer dans le système, puis de t'assurer que, justement, il ne va pas dire n'importe quoi. Puis comment qu'on gère ça, qu'il ne dise pas n'importe quoi? Prompt engineering. Prompt engineering. Exactement. Donc, tu fais des bons prompts,
tu les structures, tu testes. Souvent, nous autres, ce qu'on recommande, c'est de faire des case studies un peu dans le sens que tu vas partir, tu vas dire voici un cas, voici une question qu'il pourrait me demander. Ça serait quoi la réponse typique que je m'attendrais? Il m'a retourné le document, il m'a retourné ici, fait une phrase qui parle pas de ça. Fait que tu fais des cas, t'es happy path, puis tu fais tes wrong path, mettons. Ouais. Que là, il est dire, OK, ben là, il m'a répondu vraiment n'importe quoi. Fait que là, tu te crées une espèce de série de tests que tu peux, grosso modo, être capable de tester. Puis comment tu vas évaluer ça? Ben, tu vas demander à un autre LLM, un juge, souvent qu'on va appeler, qui va dire, c'est une réponse qui semble bonne par rapport à la question initiale, ou par rapport à mon point de référence qui dit ben, je me serais attendu à avoir telle affaire. Est-ce que tu retrouves ça dans les documents ou dans la réponse? Oui, parfait, mais on va dire que c'est bon. Puis là, c'est un score entre 0 et 1. Puis là, c'est capable d'avoir finalement une base dans laquelle évaluer si la performance du système semble être adéquate. Malade. Puis après ça, ben, il n'y a rien comme l'avoir dans le wild pour savoir qu'est-ce qui se passe vraiment avec ça. Fait que commencer avec une bêta, prendre une couple de premiers early adopters, leur dire hey, c'est une bêta, là, puis ce que je veux que tu me donnes, là, je te la donne gratuit, mais je veux que tu me donnes du feedback, puis je veux savoir qu'est-ce qui n'a pas bien marché. Puis JR, il nous avait fait une démo AI là, dans la communauté, puis il y avait un tool qu'il utilisait pour faire un peu comme Phoenix. Phoenix. Bon, explique ce que ça fait, Phoenix. Phoenix, parce que l'enjeu que tu as avec juste la stack qu'on vient de parler, c'est que toi, tu es ton développeur, ben, il y a l'information que tu vas aller collecter pour déboguer ça puis savoir qu'est-ce qui se passe bien ou qu'est-ce qui se passe pas bien. Donc, tu veux, mettons, que ton utilisateur fasse une requête, tu voudrais savoir c'est quoi tous les documents qu'il est allé utiliser pour faire sa réponse, les données qu'il est allé piger, c'était quoi la requête initiale de l'utilisateur, quel prompt il a utilisé pour faire ça, parce que ça se peut que des fois, tu vas avoir une cinquantaine de prompts qu'il va utiliser à différents moments ou différents contextes. Donc, finalement, Phoenix, ce qu'il fait, c'est une solution en plus open source, tu déploies, tu rajoutes une coupe de place parce qu'il va collecter le data à ta place, puis après ça, ben, tu peux faire toute la trace de qu'est-ce qui s'est passé pour savoir pourquoi ça a bien été ou pourquoi ça n'a pas bien été. Fait que t'es-tu basically en train de refaire une suite un peu de tests unitaires, tests fonctionnels, puis c'est quoi le log tracing ou... Exactement, tout ça. Tout ça en programmation déterministe, ouais. tu peux genre dire le code fonctionne si... J'ai une moyenne de 2 nombres, ça me donne la moyenne des 2 nombres, ou une moyenne de 0 puis 1, ben, ça me donne 0.5, tu sais, genre. Fait que t'as des cas que tu connais. Ouais. Puis tu sais c'est quoi la réponse parce qu'elle est déterministe. Dans le cas d'un LM, elle n'est pas déterministe. Tu penses qu'ils vont genre sortir du... Parce que tu as parlé de juge aussi. Ouais. Ça, c'est un concept intéressant. Là. Fait que explique-le rapidement c'est quoi un juge. Grosso modo, ben, l'idée est assez méta, là, dans le sens c'est comme hey, on ne sait pas comment évaluer un LLM, on a le choix. On demande à un humain de regarder la réponse, puis on lui dit voici une échelle pour l'évaluer, puis si tu es bon ou c'est pas bon. Ça scale pas. Ça coûte cher, ça scale pas. Donc, à chaque fois, il faut que tu le refasses. Fait que si à chaque fois que tu fais un commit, tu vas faire ça, ben, ça marche pas. Fait que là, ben, tu dis, OK, ben, est-ce que mes LLM sont assez bons pour pouvoir remplacer cet humain-là? Fait qu'on a mis l'hypothèse que oui. Puis finalement, ben, on va prendre un autre LLM qui n'est pas plus petit ou différent ou whatever. Tu vas prendre un Claude. Tu vas peut-être même en prendre 2, 3, jusqu'à un moment donné, ça te coûte cher en frais d'inférence. Puis là, tu vas lui donner différents éléments. Tu vas dire, la réponse a-tu du sens? Puis il va dire oui ou non, ou peu importe qu'est-ce qu'il va donner comme élément. Ça peut être aussi un chiffre. Puis à partir de là, tu vas dire, ben, je fais confiance à cet LLM-là pour me dire que c'est bon. Puis il y a des LLM qui ont commencé à spécialiser pour être des juges, qui ont une bonne corrélation avec le jugement humain. Donc, ce que l'humain dit comme réponse, ils disent en moyenne à peu près la même chose. Donc, avec ça, tu es capable d'évaluer à différents moments ton LLM. Malade. Mais ça coûte cher. Ouais. Inféré. C'est sûr qu'il va y avoir du tooling puis des plateformes qui vont se développer autour de ça. C'est genre. Ben, comme tu dis, il y a des LLM qui spécialisent comme jouer le rôle de juge pour. Puis Phoenix, c'est juste ta solution logicielle pour être capable de faire ça puis d'avoir des automatisations autour de ça. Il y a tellement d'avancées, man, en intelligence artificielle qui sont actionable que c'est pas juste c'est pas juste dans les nuages. Là. C'est genre si tu prends une fin de semaine puis tu essayes de changer ton workflow, automatiser un workflow, générer des choses que tu n'aurais pas générées par le passé, tu peux générer plus de valeur pour toi ou ta compagnie ou tes clients, peu importe. Fait que tu sais, il y a comme... C'est dans le réel. C'est pas, on pèle pas des nuages, mais j'ai comme l'impression que à cause de notre bulle de echo chamber en tech, nous, on se dit genre, ben là, si le monde le font pas, ça, ils vont perdre au change. Tu sais, on est dessus. J'ai comme l'impression, man, que je sais jamais quand peser sur le gaz de juste les opérations qui sont dans l'état où elles sont en ce moment, puis genre, je sais que si je fais A, ça va générer B, puis comme on continue de faire ça, puis la courbe, elle monte, versus, OK, là, c'est le temps de peser sur le frein de juste les opérations dans leur état actuel, puis c'est le temps de peser sur le gaz de l'expérimentation, puis la recherche, puis genre, les prototypes. Fait que, penses-tu, toi, que ceux qui trouvent l'équilibre entre ça vont genre
dépasser de des 1000 à la ronde ceux qui prennent même pas le temps de checker parce qu'ils sont comme « Ah, ça bouge trop vite, je suis pas sûr, ah, c'est un peu prédictif, faut pas y faire confiance à 100%. » Moi, j'ai l'impression que oui, mais c'est peut-être juste mon biais de tech bro. Là. C'est une bonne question. Très mal formulé, mais... Non, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, est-ce que cette techno va vraiment deliver autant encore à long terme? Tu sais, c'est beaucoup un peu, je pense, la première de la question, dans le sens que présentement, ce qu'on a en main, tu fais juste dire je le prends, je le mets en place, ça bouge plus, ça a quand même des avantages. 100%. Mais pour que ce soit continue à être intéressant, c'est qu'il faut que ça continue à augmenter parce que sinon, justement, à un moment donné, mon compétiteur va attendre, va l'intégrer, puis on va être à la même étape. Ouais. Tu sais, je pense que pour moi, il y a deux approches. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont plus lentes à absorber de la technologie, que ce soit par différents facteurs, la culture, etc., tout ça. Mais je pense qu'un des gros éléments pour moi, c'est la culture aussi, à quel point on est prête. Peut-être que la technologie, on est plus habitué d'être confronté à du changement, nouvelles techno, mais aussi nouveaux langages, nouvelles pratiques. Ouais. C'est quelque chose qui bouge vite, du moins qui donne l'impression de bouger plus vite. Donc, peut-être qu'on est plus friand de ça, peut-être d'une certaine façon, mais encore, il y a plein d'organisations que j'entends que leurs développeurs ne sont pas nécessairement des friands du changement ou des choses comme ça. Fait que je pense que pour moi, l'avantage de dire je passe en mode opération puis exploration, c'est de pouvoir voir si ma culture est capable de supporter ces changements-là aussi. Très hot. Je pense que c'est beaucoup plus ça. Très cool, ça. Parce que bien sûr, tu vas peut-être tester dans cette fin de semaine un outil qui va être cool, qui va te sauver, je sais pas, voilà, 15%, whatever l'argent que ça te sauve. Peut-être que dans un mois, il y a un nouveau tool qui va être encore meilleur que tu vas vouloir mettre en place. Mais si tu as mis une bonne culture à ce changement-là, ça se peut que tu vas vouloir, ça va bien s'intégrer. Mais ça se peut aussi que non. Il y a un pas aussi à la gestion du changement, puis à la culture du changement, c'est tu as tout le temps l'impression de missing out, tout le temps l'impression de vouloir faire des changements. Il y a comme une boucle incessante là, aussi qui peut être difficile. Fait que, bref, je pense que c'est un équilibre à trouver. Je pense que ceux qui vont réussir à le trouver pour leur organisation, parce que je pense pas que c'est un one size fit all, c'est là probablement que ça va avoir du sens. Puis après ça, est-ce que ça va donner un edge sur le marché? Très probablement. Très probablement. Ça, je ne suis pas un devin non plus, mais est-ce que je suis réel? Je ne sais pas. Mais... je me retiens pas rire depuis tantôt d'autres. J'ai hâte que le pod finisse pour qu'on en reparle. Mais tout ça pour dire, je pense que moi, il y a une technologie intéressante avec ça. Mais il faut toujours garder en tête qu'il y a encore du software bien normal qui fonctionne super bien aussi. Fair enough. La bonne tech, ça existe, c'est important. Il n'y a personne qui a un problème d'IA. Vous avez un problème d'affaires, puis on pense que l'IA peut le résoudre. 100%. Rapidement, parce que je suis invité sur un podcast dans pas tant longtemps, je viens de voir là. Je t'ai envoyé une couple de questions en mitraille pour qu'on close notre pod, que je voulais ton opinion dessus. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un domaine ou une verticale en particulier qui va bénéficier le plus de l'IA ou ça va exploser le plus dans les 12 prochains mois? Les comptables et avocats pour moi. Tous les jobs de service, là même. Là. Ouais. C'est beaucoup d'informations à traiter, beaucoup de trucs à faire, très répétitifs. Puis la valeur, pour moi, est beaucoup plus, et pas dans la tenue de livre, mais plutôt dans la capacité de comprendre ton état financier puis de bien sortir l'information comptable de ça. Donc, pour moi, c'est beaucoup une place que je m'attends à ce qu'il va y avoir du changement. Ouais. Le droit est probablement le plus ciblé actuellement. De tout ce que j'entends, c'est qu'ils sentent un peu que la valeur n'est pas toujours là, ou c'est beaucoup les entreprises, avec le contexte américain du common law ou des anglophones. Le Québec a besoin de faire sa propre technologie pour réussir à atteindre ce qu'ils veulent, mais pour moi, c'est deux secteurs il y a beaucoup de jeux. Après, c'est vraiment les ingénieurs et les génies risquent d'arriver aussi. Les procédés, les trucs comme ça, transformation, ça risque d'arriver. Fait que c'est pour moi deux secteurs là, très primaires qu'on va toucher rapidement. Tu as parlé du Québec, fait que je vais bandir là-dessus pour une autre question en rafale. Explique-moi rapidement à quel point on dépend de l'infra et de la tech américaine pour nos opérations, qu'elles soient logicielles ou de tous les jours là, au Québec. Il n'y a pas beaucoup de SaaS que j'ai parlé qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas sur GCP, AWS ou Azure. Google Cloud Platform? Exact. Google Cloud Platform, exact. Fait on est beaucoup ces environnements. Pourquoi c'est tellement plus facile d'accès? On a essayé, nous autres, par exemple, de travailler avec d'autres joueurs québécois. Puis là, c'est comme, il faut passer votre infra, telle affaire. On ne supporte pas Terraform, on ne supporte pas Docker, on ne supporte pas des technos qu'on est très habitué de travailler. C'est comme, OK, fait que là, finalement, mon projet, c'est un projet de juste faire le flip vers vous. Fait que là, mon client, il faut que je le convainque en plus d'aller l'air là. Fait que
c'est comme on est comme pris dans le tordeur un peu finalement. Fait que oui, ça nous amène une grande dépendance. Bon, maintenant, Anthropic, ça reste une compagnie française. Fait qu'il y a des LLM, il y a Coveo qui développe la technologie là-dedans aussi. Il y a un autre que j'oublie le nom à l'instant. Mais bref, Cohere qui développe d'autres LLM, d'autres technos. Fait qu'il y a des joueurs qui essaient de se placer, mais c'est sûr qu'on a une certaine dépendance non négligeable. Si il tournait la champlure du cloud là, demain, on est fuck là. Effectivement. Bon. Fait que tu penses que c'est réaliste de viser pour un cloud souverain au Canada ou au Québec ou c'est genre. Je pense que c'est de plus en plus stratégique. La France, stratégique, mais pas nécessairement réaliste. Réaliste, oui, mais il y a du travail à faire, puis ça prend du cash. Ça prend du cash. C'est pas plus compliqué que ça. Moi, j'en ai pas, je suis encore stagiaire chez Snipcard. Encore chez Snipcard. T'as-tu un SaaS que vous utilisez à l'interne chez Baseline qui vous fait triper, qui vous amène du bonheur un peu? On en a parlé Fixer, là, pour moi, c'est lui qui m'a fait le plus triper dans le dernier mois. Là. OK. Vraiment, mais j'ai. Parce que clairement, c'est pas ton CRM. C'est pas bon. Non, effectivement. Cursor, c'est en ça, on traite bien gros. Là. Ouais. Là, c'est plus un IDEA là, qu'un SaaS directement, là, mais ça reste le software qu'on utilise par pas mal. abonnement. Paye par abonnement aussi. Moi, le next thing que je veux vraiment qu'on regarde, là, c'est GitHub, Copilot Plus Pro, là, whatever, comment il est rendu qu'il appelle. Là. Ils ont comme développé un nouveau set de features, entre autres, que tu peux mettre un IA dans ton PR qui fait déjà hey, moi, j'étais comme, hey, ça, je veux ça là, pour les plus juniors. Là. Mais là, nous, la crainte, c'était comme à quel point le junior va comprendre si c'est un bon commentaire ou non. C'est d'avoir le discernement pour le faire, puis qu'on va pas plutôt lui faire perdre du temps à tourner en rond sur quelque chose que finalement, t'es comme non, c'était pas bon, ça, oublie ça. Là, fait on est là-dedans à essayer de tester. Là. Moi, c'est les 2 tools que j'utilise le plus, puis c'est pas mal ça, je pense. Fair enough, man. Écoute, dude, genre, parler avec toi, c'est toujours un petit plaisir. Là. J'ai du fun, puis j'apprends. Fait que je suis toujours reconnaissant du temps qu'on a ensemble. Avant qu'on finisse, la dernière question classique, c'est si tu as des shameless plugs. Je sais que David Beauchemin sur LinkedIn, si le monde a des questions, IA. Avec ma grosse face. Avec ta grosse face. Si n'importe qui, en fait, en SaaS ou en tech veut faire les projets d'IA, allez voir Baseline. Je le recommande chaudement. Mais tu t'embauches-tu? As-tu des trucs à promote à part ce que je viens de dire là? On n'embauche pas tout de suite. On a déjà des gens qui nous intéressent, qu'on a déjà ciblés, qu'on regarde pour les prochaines embauches. Mais tu sais, nous autres, c'est nos 5 ans. Cet été, on va faire un petit party. Let's go. Fait que s'il y en a que ça l'intéresse. Là, on va partager ça avec Ça se passe, of course. Exact. On va faire un petit quoi de. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais on s'est fait notre propre bière. Ouais, on s'est fait prendre bière avec notre propre étiquette. Parfait. Fait qu'on va donner la bière. Je vais amener mon eau. C'est vrai. On va te faire une bière sans alcool. Juste pour toi. On va te faire du kombucha. Écoute, je suis content que tu existes pour vrai dans la vraie vie. Puis c'est toujours un plaisir, mon vieux. Ça fait plaisir, man. Merci. Ciao. It's a wrap. All right, folks. Avec Ça se passe, on a une infolette de feu hebdomadaire qui est très moitié fun, moitié fond à notre sauce. Il y a des hot takes, des expérimentations que je fais, des histoires vraies de SaaS, vraiment pour t'aider à prendre les meilleures décisions, que ce soit par rapport à ta compagnie ou ta carrière. C'est une place où je peux être 100% moi-même. Ça fait du bien, j'adore ça écrire. Fait que d'avoir ce outlet-là, c'est complètement motivant pour moi. Il y a plus qu'il y a 850 SaaS folks puis curieux qui nous suivent. Ça augmente chaque semaine. J'aimerais ça que vous en fassiez partie puis qu'on se rende à 1000 puis qu'on se rende à encore plus que ça. Ben franchement, ça me craint au bout d'avoir des nouveaux abonnés qui se joignent sur l'infolette. Ça me craint à continuer d'écrire, à continuer de faire de la recherche, de me poser des questions, d'analyser ma conversation avec cette fondatrice-là ou ce fondateur-là. Ça pourrait être transformé en un éditorial que moi, j'amène dans l'infolette. Fait que, si vous voulez aussi, vous pouvez joindre les SaaS Pals. On a un petit forfait payant là, qui permet de nous supporter directement comme individu ou comme compagnie. On a déjà plus que 22 personnes qui nous supportent comme ça. C'est insane. J'en reviens pas. Puis eux, ils font ça en échange contre des extra goodies, right? Fait que pense à, mettons, des updates extra que je fais avec personne d'autre qu'avec eux, des previews de la roadmap du podcast, des rabais sur les événements, puis d'autres trucs. Fait que vous pouvez aller sur saspace.com. Il y a un pop-up il y a un pop-up qui va vous apparaître d'en face, en théorie. Puis sinon, il y a, dans le footer, vous pouvez vous inscrire. Sinon, vous googlez Ça se passe puis Beehive. C'est l'outil qu'on utilise pour l'infolettre. Ça me craint vraiment de voir ça grandir. Puis ça me tient à cœur. Fait que check it out. Puis si vous avez du feedback constructif aussi, vous pouvez me le shooter. All right, folks. Un petit shout-out à Missive, partenaire produit Ça se passe. Missive, c'est un email client multijoueur qui réinvente la boîte courriel pour aider les équipes à mieux communiquer puis collaborer. Il y a au-dessus de 3500 entreprises à travers 75 pays qui leur font confiance, dont Ça se passe, et un paquet de SaaS. Donc, check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Il y a une solide entrevue avec Phil Lehoux, le co-founder, sur ce qui s'en vient pour Missive. OK? De retour au pod.
ça se passe, c'est une business d'amour, une business indépendante. Il y a un paquet de choses que vous pouvez faire pour nous supporter dans notre croissance, pour qu'on puisse continuer de créer du contenu de feu, d'organiser des beaux events, puis de mousser, puis de tirer par le haut cette communauté de tech-là qu'on a au Québec. First, si vous n'avez pas ajouté votre SaaS sur notre plateforme, allez sur saaspass.com, il y a un gros bouton mauve pour faire juste ça. Vous pouvez check out le job board. Si vous avez une offre d'emploi quelconque, c'est gratuit, un outil super cool pour toute notre audience puis notre réseau. Si vous ne nous suivez pas déjà par rapport au pod sur Spotify, Apple Podcasts, allez faire ça s'il vous plaît. Puis vous pouvez aussi nous laisser un review, ça nous aide vraiment beaucoup. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, qu'on investit de plus en plus là-dedans. On met des shorts, le plus de contenu possible, que ce soit organique ou avec des partners. Fait que check this out. Si vous voulez venir aux événements puis pas manquer de billets parce qu'on est souvent sold out, vous devriez nous suivre sur Eventbrite. Fait que vous allez sur Eventbrite, vous écrivez ça se passe, vous pouvez vous abonner puis avoir des notifications. On fait ça roughly à peu près chaque mois-ish. Puis last but not least, suivez-nous sur LinkedIn puis Instagram. On met du beau contenu, du contenu souvent drôle. Fait que je pense que ça vaut la peine. Je veux finir cette outro custom-là un petit peu en remerciant les partners certifiés de Ça se passe. On a des compagnies de fous qui nous supportent financièrement, stratégiquement, des fois même psychologiquement dans mon cas. Puis sans ces compagnies-là, la majorité du revenu de Ça se passe n'existerait pas puis on pourrait pas faire ça. Right? Fait que je veux que vous preniez le temps d'aller les regarder. saaspass.com/partenaire avec un S. Ils sont tous listés là. Ils ont une belle fiche avec du contenu, avec des liens, des détails. Je vous les nomme rapidement. Leviat Légal, des avocats qui sont tech et founder friendly. Le Chiffre, des comptables et fiscalistes qui sont calés en tech aussi. Baseline, des gros geeks pour innover avec les AI. Unicorn, des experts cloud AWS pour optimiser et scaler votre infrastructure. Puis on a aussi cette année des partners produits. Donc Vasco, une plateforme RevOps pour votre go-to-market. Missive, un inbox collaboratif pour vos teams, pour vos communications de team, pardon. Puis Apollo 13, un studio no-code pour construire des MVPs puis des side projects. Vous pouvez tout aller les voir sur saaspass.com/partenaire avec un S. Puis moi, du fond du cœur, je vous dis juste merci de nous suivre et de nous supporter. C'est insane comme aventure, ce qu'on a lancé là. Puis je suis bien privilégié de pouvoir faire ça. Cheers!